Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Le 12 novembre dernier, à Washington, aux États-Unis, s'est tenu un des plus importants congrès mondial d'ufologie de ces dernières années. 14 conférenciers étaient présents, parmi eux des scientifiques, des pilotes qui ont croisé dans leur carrière des ovnis et des représentants d'organismes français comme le CNES ou les GEPAN. Ce soir, nous allons avoir la chance et le plaisir d'avoir comme invité dans Les Aventuriers de l'étrange 3 personnes qui étaient une 4e personne qui est un pilote émérite. Alors, parmi, en ordre d'apparition sur scène, je vais avoir le plaisir de recevoir Monsieur James Fox qui a produit et organisé ce congrès à Washington. Je vais avoir le plaisir également de recevoir tout à l'heure Jean-Charles Duboc, commandant de bord français qui a aperçu un ovni lors d'un de ses vols commerciaux et qui a fait une communication à ce congrès. J'aurai également la joie de recevoir le colonel Jack Crean, pilote de chasse. Il a été leader de la patrouille de France. Il a lui aussi, lors d'une de ses missions, croisé la route d'un ovni. Et enfin, mon invité principal, le journaliste Bernard Toinel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été rédacteur en chef des hors-séries du magazine VSD. Vous êtes l'auteur de 2 livres. Le premier paru en 2003 aux éditions Michel Lafon qui s'intitule Objets volants non identifiés. Un autre livre publié la même année qui s'intitule 100 ans d'aviation. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Sci-Fi. Sci-Fi, la chaîne télé consacrée à la science-fiction, spécialiste du monde aéronautique et, faut-il le préciser, le seul journaliste français présent à Washington lors de ce fameux congrès qui s'est déroulé le 12 novembre dernier. Vous vivez à Los Angeles depuis quelques années et ce soir vous êtes en direct avec nous depuis donc les États-Unis. Alors Bernard Toinel, une première question avec une réponse rapide, histoire d'introduire le sujet et que l'on commence à vous découvrir. Est-ce par le biais de votre passion pour l'aéronautique, l'aviation, que vous en êtes venu tout naturellement à vous intéresser aux ovnis ? Parfaitement, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé. Au bout de 25 ans de reportage et de mission avec les équipages civils et militaires, il est évident que j'ai tissé des liens particuliers avec les équipages, avec les pilotes, et ce sont eux qui m'ont amené à m'intéresser de plus près au phénomène des objets volants non identifiés. Oui. Alors Bernard Toinel, vous allez être mon invité principal durant les 2 heures de cette émission sur Sud Radio et vont se succéder à l'antenne, donc je l'ai dit tout à l'heure, James Fox, le commandant Jean-Charles Duboc, le colonel Jack Crean. Dans quelques instants, nous allons reprendre le cours de cette émission. Le temps juste pour moi de vous dire que vous pouvez réagir par SMS. Vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Je serai votre porte-parole. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bernard Toinel, pour que l'on puisse comprendre, poser le décor de cette émission, pourquoi est-ce que ce congrès qui s'est déroulé donc le 12 novembre dernier à Washington est-il important dans le cadre de l'étude du phénomène OVNI ? Écoutez, c'est un élément fondateur à la communication et surtout à rendre le phénomène OVNI crédible et sortir de l'ornière du ridicule dans lequel il reposait jusqu'à présent. Et je crois que l'événement qui a été créé par James Fox a fait le tour du monde et je crois que le résultat a dépassé ses espérances. Il vous le dira lui-même. Je crois que c'est un événement qui est important parce que ça va permettre, si vous voulez, de remettre les choses à leur place et de sortir du folklore dans lequel, si vous voulez, le phénomène était figé depuis des dizaines d'années. Ouais, vous attaquez très fort, hein. Moi, je crois
crois qu'il faut dire la vérité. Hein. Bernard Toinel, ce congrès a eu et continue à avoir un retentissement international grâce également à la qualité de ses intervenants. 14 intervenants seulement, diront certains, mais quand même de grande qualité. Ah bah écoutez, c'est une première mondiale parce que je crois qu'on n'avait jamais rassemblé autant de témoins crédibles et des officiers, des scientifiques. D'abord en si peu de temps, il faut quand même aussi lever son chapeau à James Fox parce qu'il a fait ça dans un temps record. Et je crois que cette conférence plutôt que congrès, hein, cette conférence a été bien sûr, a étonné tout le monde, a pris de court pas mal de journalistes qui, je crois, je ne dis pas qu'ils ont retourné leur veste, mais ils ont pris surtout conscience de l'impact et du sérieux du phénomène. Et c'est ça qui est important, et c'est ça que je crois, la première mission de cette conférence. Et là, je crois que James Fox et son équipe ont réussi gagnant-gagnant. Hein. Ouais. Bernard Toinel, exercice difficile avant de recevoir notre premier invité. Présentez-nous James Fox. Wow. Alors, James Fox est, je pense, c'est un producteur de San Francisco, de documentaires. Il a énormément de talent. Je dirais, il a surtout un talent de éclectique, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien tenir la caméra, organiser de main de maître une conférence. Enfin, il est vraiment, je dirais, polyvalent. Et il a un talent de diplomate qui est, à mon avis, hors norme, et d'organisateur. Ça, je crois que tout le monde l'admire sur ce plan-là. Il a surtout réussi ce tour de force de faire cette conférence qui a eu un impact mondial. Je peux pas vous dire plus, si vous voulez, sur James, qu'il a réalisé plusieurs documentaires concernant les ovnis, notamment Out of the Blue, qui est véritablement, je dirais, sa dernière production. Et au-delà de cela, il a surtout, je pense, et là je le dis parce que je le pense très sincèrement, un brillant avenir devant lui. Bien. Alors, nous avons le plaisir, bien qu'il soit en vacances aux Bahamas, d'accueillir James Fox qui n'a pas hésité à réduire ses vacances d'un petit quart d'heure pour être avec nous. James Fox, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour être invité, ça me plaît beaucoup. Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir. C'est un honneur de vous recevoir dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. James Fox, une première question, parce que c'est ça qui a dû être votre motivation pour créer cette conférence. Quel est le message que vous avez voulu faire passer et à qui en organisant justement cette conférence de Washington? Je voulais, excusez-moi, d'abord, je vais vous dire, je ne suis pas français, donc je vais vous parler en français, mais doucement. Bon. D'accord. Et vous parlez très bien français. Je voulais simplement que les gens, surtout les médias, sachent que les ovnis sont vrais et que ça se passe partout au monde. Et je voulais simplement trouver les plus les officiels de gouvernement et militaires les plus crédibles que possible pour le faire. Et ce que m'étonnait beaucoup, surtout avec CNN, c'est que pour la première fois, j'ai vu un changement d'acceptance de peut-être les ovnis sont vrais et peut-être ça change comment on dit, Bernard, comme j'étais avec Larry King pour Larry King Live avec CNN, il est très bien connu ici aux États-Unis et normalement ils gaspillent pas leur temps avec les ovnis. Mais pour la première fois, il m'avait dit je crois que il y a vraiment quelque chose qui se passe et je l'ai vu aux yeux. On disait peut-être on était trompé ou par les militaires, par les gouvernements.
Ouais. C'est donc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait, James Fox, c'est très très clair. Franchement, j'aimerais parler américain comme vous parlez français. Blague à part, votre français est excellent. Ne vous inquiétez pas. Oh, bon, merci beaucoup. Alors, je crois pas, mais bon, ça si, marche. Je confirme. Hein, Bernard, vous trouvez aussi, hein? Absolument. Bon, Oui. nous sommes d'accord. Je me permets d'ouvrir une parenthèse pour signaler la prouesse technique de Sud Radio, parce que c'est pas rien quand même. Bernard Toinel est en direct avec nous depuis Los Angeles, et puis James Fox est en vacances aux Bahamas, et moi je suis à Toulouse dans le sud de la France. C'est pas mal quand même comme conversation pour parler de manière internationale d'ufologie. Alors, C'est incroyable. C'est fascinant. Oui. James Fox, donc, est-ce qu'on peut dire, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire maintenant, il faudra peut-être attendre encore un petit peu, mais est-ce qu'on peut dire que le but que vous étiez fixé en organisant cette conférence à Washington est en train d'être atteint? Est-ce que vous y êtes arrivé? Oui, sans doute, ça c'est le but. Et il y a un mouvement qui commence. On le sent, on l'a senti, Bernard, quand on était en Washington D.C. Vous avez vu le média qui était là? On disait, oh là là, je crois qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe, et tout le monde sont derrière ce mouvement avec nous, et je crois que le but sera comme la France qui est plus ouvert de ce qui se passe partout au monde. Donc oui, je crois que oui. James Fox, quelle est votre opinion personnelle, puisque vous avez réalisé des documentaires sur les ovnis, dont le dernier s'intitule Out of the Blue. Quelle est votre opinion personnelle sur le dossier ovni? Je veux dire, votre hypothèse. Ok, bon, je crois, je peux dire simplement qu'il y a un phénomène qui se passe, qui est vrai. Ouais. Les objets de vrai, comme on dit, les objets, comme on dit, Bernard, craft, actual craft. Les appareils volants, oui, c'est ça, des aéronefs. Mm-hmm. Qui volent partout sur intelligence et que ce n'est pas nous. Ouais. Ça, je peux dire simplement comment dire, excusez-moi. Non, mais simplement que dire que je prends en position conservative. On disait simplement que les ovnis existent. Les ovnis sont quelque chose de volant, et sur l'intelligence. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que ça... Je comprends votre hypothèse. Elle est basée, j'imagine, sur une étude profonde du dossier OVNI. Donc, pour vous, le phénomène OVNI existe, est réel. Ce sont des aéronefs qui volent, qui sont dotés d'intelligence ou manipulés par une intelligence. En tout cas, ça c'est certain. Est-ce que vous-même, James Fox, avez été personnellement témoin d'une observation d'OVNI? Oui, en fait, il y a 15 ans, j'étais au milieu de nulle part, en fait, avec 5 personnes et un vidéocaméra aussi. Ouais. J'ai vu quelque chose qui n'avait pas d'aile, qui faisait pas de bruit, vraiment comme on dit, soucoupe volante, avec 5 personnes. Mm-hmm. Dès que je suis revenu chez moi et mon village et tout, on disait j'ai vu un soucoupe volante. Tout le monde, même ma famille, m'avait dit que j'étais fou. Ouais. Et je me disais mais pourquoi, si ma famille me croit pas, imaginez-vous les autres. Mm-hmm. Donc c'était vraiment quelque chose de... J'ai vu quelque chose, j'étais un témoin de quelque chose, j'ai même filmé ce truc, et je pouvais pas parler de ce sujet, de mon expérience avec quelqu'un d'autre, enfin avec personne. Et ça, c'était vraiment, ça m'énervait beaucoup en fait.
Et c'est pour ça que j'avais fait beaucoup de recherches, parce que je savais très bien que c'était quelque chose de vrai. Ouais. James Fox, sur quels critères avez-vous choisi les 14 conférenciers pour cet événement de Washington? On avait cherché les témoins, seulement les officiels de militaires et de gouvernement, ouais, de position haut, le plus haut que possible. Ouais. Et c'est pour ça que c'était vraiment précisément choisi. C'était pas arbitraire, comme on dit. C'était vraiment, on cherchait les meilleurs témoins du monde. Ouais. Et pour la suite de cet événement, est-ce que on a bien compris que ça va changer le regard des médias sur le phénomène OVNI? Les médias vont commencer à se dire tiens, finalement, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à découvrir, mais vis-à-vis des différents gouvernements, à votre avis, qu'est-ce que ça peut créer? J'espère que ça va créer une atmosphère d'information d'échange international entre les gouvernements. J'espère que ça va aider ce procès. Est-ce que vous pensez que le gouvernement américain met tout en œuvre pour essayer d'aborder le dossier OVNI de manière la plus sérieuse possible et la plus objective possible? J'imagine. Bernard, qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Tu crois en fait que le gouvernement américain sait beaucoup plus que les autres? Il sait pas beaucoup plus que les autres. Il a peur, je pense, de perdre de la crédibilité vis-à-vis, si tu veux, des décideurs. Les militaires ne veulent pas être mis à défaut. Ils veulent pas être, si tu veux, ils sont fragilisés parce que c'est quand même, si tu veux, il faut bien comprendre la véritable raison du secret aux États-Unis. Si on peut parler de secret, on y reviendra plus tard avec Louis Benedy. Je crois qu'effectivement, c'est quelque part un aveu d'impuissance. Quand on a des engins inconnus qui se baladent dans le ciel, c'est quelque part quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Or, les militaires sont censés être là pour tout contrôler, et c'est là le problème. Vous pensez, Bernard Toinel, James Fox, que c'est là, effectivement, qu'il y a le nœud du problème, c'est-à-dire que si l'armée américaine avoue son impuissance face à ces engins qui violent l'espace aérien américain, ce serait reconnaître un état de faiblesse? James oui, en Fox. Fait, moi j'ai posé cette question-là plusieurs fois aux militaires et le gouvernement avec qui que j'ai parlé. Ouais. Pourquoi on ne dit pas la vérité? Pourquoi c'est un secret? Ils m'ont expliqué, c'est tellement difficile pour le militaire qui doit avoir contrôle du ciel, ouais, et qui n'a pas de contrôle du ciel. De dire ça, excusez-nous, mais on est vraiment désolé, il y a des objets volants non identifiés, ouais, qui volent 10 000 plus fois rapidement que nous, et oui, c'est quelque chose de difficile à expliquer aux gens, quoi. Ouais. James Fox, je vous ai demandé votre hypothèse tout à l'heure concernant le dossier OVNI. Vous m'avez répondu avec ce que l'on sait actuellement de manière tangible, c'est-à-dire que ce phénomène existe, qu'il vole avec des capacités de mouvement dans le ciel qui n'existent pas sur Terre, qu'on ne sait pas faire du moins, que ça a l'air doué d'intelligence. Mais qui dit doué d'intelligence, là je vous pousse au bout de votre raisonnement. Vous pensez quoi? Mais là c'est votre conviction personnelle, absolument pas étayée par des preuves évidemment. Mais votre conviction personnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient d'une puissance sur Terre qui a quelque chose d'extraordinaire, ou ça vient franchement d'ailleurs que sur Terre? J'en ai vraiment, sérieusement, ouais,
ça me force de spéculer exactement l'origine de ces objets. Cet objet, je ne sais pas. Peut-être c'est notre dimension, peut-être ça vient d'une autre galaxie, ou bien je ne sais pas, mais vraiment je ne sais pas. Mais c'est presque clair que ça vient pas d'ici. Donc ça veut dire que ça doit être ailleurs. Voilà. James Fox, à titre de conclusion, une dernière question avant de vous remercier et de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Vous organisez une prochaine conférence dans 2 mois? En fait, on va faire quelque chose 2-3 fois plus grande que la dernière. Je ne sais pas exactement la date et je ne sais pas exactement l'endroit, mais ça va être grand et ça va se passer en même temps que ce film avec on travaille, peut-être entre 3 et 5 mois. Et on avait déjà commencé à organiser ce truc, mais enfin on parlait un petit peu. Et il y a des gens au gouvernement maintenant qui va nous aider. Magnifique. Vous nous tenez au courant, James Fox, hein? Comme on dit, on a quelque chose de plus à balancer. C'est le commencement de ce mouvement et il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous maintenant et on va vraiment on va continuer. Bien, eh bien écoutez, c'est un scoop que vous nous avez donné. D'ici 3 à 5 mois, un événement 3 à 4 fois plus important que celui de la conférence de Washington. C'est noté. On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour en parler, si vous le voulez bien. Absolument, absolument, je veux bien. Bien, merci beaucoup James Fox et bonnes vacances. Merci beaucoup, je vais plonger dans quelques minutes. Oh le vénard. Bon. Merci mille fois. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine. Bye. Merci à vous aussi Bernard Toinel, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu avoir quand même James Fox au bout du fil durant ces quelques instants. Vous aviez connaissance avant de faire une première pause dans cette émission et de recevoir notre second invité, le colonel Jacques Creel. Vous aviez eu connaissance de cet événement qui a l'air d'être énorme que James Fox est en train de préparer pour dans 3 à 5 mois? Écoutez, j'en avais des rumeurs, j'en avais disons des indices, mais non, là il vous a dit véritablement une exclusivité, parce que là je crois qu'il vous a annoncé des choses qu'il a d'ailleurs annoncées nulle part. Il s'exprime extrêmement très peu. Je crois que c'est la première fois qu'il s'exprime sur un média français, donc je crois que écoutez, moi j'ai écouté religieusement comme vous les informations qu'il a données et je dois dire que ça corrobore parfaitement effectivement avec des informations que j'avais déjà. Oui. Génial. Ben écoutez, ce sera l'occasion de se retrouver à l'antenne. Bernard Toinel, une première pause dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et ensuite nous parlerons d'un rapport français que vous avez suivi de très très près. On parlera du rapport Cometa et puis vous nous en direz un petit peu ce que vous en pensez et on recevra notre deuxième invité, le colonel Jacques Creel. À tout de suite. Sud Radio, les Aventuriers de l'étrange. Retour dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec mon invité, le journaliste Bernard Toinel. Bernard Toinel, encore, on en parlait pendant la pause publicitaire, l'immense plaisir d'avoir écouté James Fox et puis surtout le scoop qu'il a eu la gentillesse de nous livrer. Mais avec vous, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière sur votre carrière, si vous le voulez bien, Bernard Toinel, et nous parler un petit peu des hors-séries VSD, dont je vous rappelle que vous étiez le rédacteur en chef, des hors-séries que vous avez consacrées aux ovnis, et notamment le rapport Cometa. D'abord, qu'est-ce que c'était ? Qui y était et qu'est-ce que ça a donné ? On va commencer par la définition. Le rapport Cometa, qu'est-ce que c'était ? Alors, le rapport Cometa, c'était un papier blanc, ce n'est pas du tout un rapport officiel, qui avait été donné par des anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et des grandes pointures, donc. Oui, c'était oui, tout à fait. Il y avait un vice-amiral, je crois, il me semble me souvenir. Enfin, il était quand même des gens très très haut gradés, quoi. Oui. Oui, le général Norlin de l'armée de l'air. Il y avait Christian Marchal
si vous voulez, de la marine. Enfin, il y avait énormément de grandes pointures. Il y avait à peu près 14 pointures. Pour ceux qui s'étaient nommés, malheureusement, il y avait quand même quelques personnes, dont l'un des auteurs principaux du rapport, qui n'ont jamais voulu apparaître au grand jour. D'accord. Et ça ne diminue en rien, si vous voulez, leur qualité. Tout à fait. Et alors, si je me souviens bien, ce rapport avait été commandité par le président de la République et son Premier ministre à l'époque, autrement dit Jacques Chirac et Lionel Jospin. Oui. Non, il n'avait pas été commandité, c'était une initiative donc de ses auditeurs, et ils avaient, je dirais, remis ce papier blanc et la synthèse de ce rapport en main propre auprès du Premier ministre de l'époque qui était Lionel Jospin. Ouais. Donc je crois que c'était en avril 1999, si ma mémoire est bonne, et remis, je crois, par courrier à l'Élysée. Ouais. Alors, ce rapport Cometa dont vous nous avez cité qui y participait concernait évidemment l'étude du phénomène OVNI et on y reviendra bien entendu plus en détail tout à l'heure, mais quelles ont été leurs conclusions à la suite de cette étude? Écoutez, c'est un peu la même conclusion que nous a expliqué précédemment James Fox, c'est-à-dire que bon, d'abord, il ne faut pas sourire du problème des ovnis, donc le rendre, je dirais, perceptible à l'étude scientifique et non pas au folklore habituel. Il faut le prendre au sérieux, donc. Voilà, il faut le prendre au sérieux parce que ces engins d'abord inconnus. Et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué James Franck, aux performances de vol avec, je dirais, des qualités, des évolutions qui ne sont pas reproductibles par notre technologie, et surtout également une présentation du phénomène qui n'est pas toujours répercuté par les pilotes par crainte du ridicule et qui ne veut pas s'exprimer pour des raisons diverses et variées qui peut d'une certaine manière briser leur carrière. entraver leur carrière professionnelle. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors c'est ça qui alors je dirais l'autre conclusion, c'est l'hypothèse de leur origine. Alors l'hypothèse est clairement annoncée par je dirais les signataires du rapport Cometa. Cette hypothèse est pour eux extraterrestre. Il n'y a pas d'autre explication. Mais c'est franchement audacieux quand même comme prise de position. Oui, alors c'est étayé surtout par des éléments qui sont également discutables, notamment la fameuse affaire de Roswell et la prise de conscience des militaires américains dès 1947. C'est un peu je dirais la base sur laquelle se repose justement le rapport Cometa. Et ça, je dirais, ce n'est pas prouvé, mais bon, si elle l'était, elle est grosse de conséquences. C'est un peu, en fait, la première conclusion, la grosse conclusion du rapport. La deuxième, je dirais, le deuxième élément de cette conclusion, c'est la vigilance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut surveiller ce phénomène. Il faut surveiller qu'est-ce que ce phénomène peut apporter. Est-ce que c'est un phénomène hostile? Bon, il n'est pas qualifié en tant que tel, mais il faut quand même observer ça de très près et essayer de rendre de cela le plus crédible possible, sans pour autant générer une panique médiatique, etc. Et une autre recommandation qui est je dirais, émise par le Cometa, c'est surtout d'informer, et c'est en cela l'essence même du rapport, d'informer les politiques, les militaires, et puis tous les gens qui ont en fait les rênes du pouvoir, ainsi que les pilotes. Parce qu'on considère, si vous voulez, et ça, je crois que Jacqueline va pouvoir vous l'expliquer, ça peut constituer, si vous voulez, quand même un problème de sécurité aérienne. C'est ce qui aurait été d'ailleurs explicité par les panélistes lors du congrès de Washington du 12 novembre. La sécurité aérienne, c'est quelque chose qui peut être des risques de collision ou un risque, et ça c'est quelque chose qui est un peu oublié à l'heure actuelle, un risque de distraction. Si vous avez un pilote en phase critique de vol,
comme la phase de décollage ou d'atterrissage, dont l'attention est distraite par un de ces engins, ça peut, bon, bien évidemment, mais ça peut engendrer une catastrophe, ça peut engendrer un accident. Ouais. Bernard Toinel, la suite, finalement, qu'est-ce que ça a donné ce rapport Cometa qui est sorti dans le milieu des années 90? Eh bien, écoutez, d'une part, ça a été très mal interprété sur le plan médiatique. Donc, on a tout de suite vu les faibles retours d'informations qu'il y a eu dans la presse. On a eu surtout une option qui était de ridiculiser le rapport Cometa. Ouais. Et puis, dans un deuxième temps, il y a eu quand même des aspects positifs à long terme. Et l'aspect positif que moi j'en tirerais, c'est surtout le fait qu'on ait reformé le CEPRA, c'est-à-dire le fameux service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, on ait pu le reformer en GIPAN, avec un comité de pilotage pluridisciplinaire. Bien. Alors, nous y reviendrons tout à l'heure plus en détail, mais pour l'heure, je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Los Angeles. Nous allons accueillir le colonel Jacques Rine, qui lui est dans la région parisienne. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes pilote de chasse à la retraite. Vous avez été, entre autres, leader solo de la patrouille de France. Vous avez piloté ce que j'appellerais moi dans mon jargon, puisque je ne suis absolument pas un grand connaisseur en aéronautique, des gros avions et tout ce qui vole en règle générale. Vous avez vécu, colonel Jacques Rine, quelque chose d'extrêmement particulier et qui a, je suppose, dû vous marquer. Ça s'est passé un 23 septembre 1975 aux alentours de 23 heures. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits? Oui, alors ça me marque encore, si vous voulez, dans la mesure où c'est un souvenir qui reste étonnant dans ma conscience. Alors, nous étions en entraînement d'interception de nuit avec 2 Mirage 3. Ça consistait à s'entraîner avec les radars de bord. Donc, alternativement, un pilote faisait de chasseur, l'autre faisait la cible, le target. On était guidé au sol par des radars militaires. On s'écartait d'une centaine de kilomètres et alternativement, l'un était amené sur l'autre pour faire sa phase de tir radar et après une interception rapprochée pour ce qu'on appelait une identification. Et la première présentation, je pense que je devais être target. Et là, à un moment, dans la phase terminale, je vois quelque chose. Pour moi, c'était un avion, quoi. C'était un fuselage très éclairé qui me passe dans le secteur diesel et dans notre secteur de manœuvre. Et bon, je sursaute évidemment. Et j'appelle le contrôle au sol. Je lui demande, dites donc, là, il y a un avion de ligne qui passe ou il y a quelque chose là. On va être en cas de collision. C'est pas normal. Hein. Et le radar me dit non, moi il y a rien sur j'ai rien sur mon scope. Alors écoutez, c'est quand même suffisamment gros, je le vois bien. Ça ressemblait effectivement à un fuselage d'avion. La chose étonnante, c'est que au fur et à mesure que je suis rapproché, c'est qu'il y avait un éclairage de l'intérieur, il y avait des gens de hublot et l'éclairage était très 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 intense. Ouais. Et là, mon équipier est arrivé en phase terminale à une dizaine de kilomètres et je lui demande s'il voit le phénomène. Il me dit bien sûr, je vois ça très bien, oui, je vois très bien que c'est entre nous. Et ça nous inquiète un peu, quoi, parce que d'abord, ça nous inquiète sur le plan de la circulation aérienne, et deuxièmement, ça nous inquiète parce que le radar au sol ne le signalait pas, et puis troisième, ça nous inquiète en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oui, et alors, au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on se rapprochait, ça semblait voler parallèlement avec nous, un peu en patrouille lâche, en état d'observation. Hein, on n'avait pas l'impression que c'était hostile. Il faut savoir également que la nuit, les perceptions visuelles sont souvent erronées, donc on a du mal à savoir si c'est gros, si c'est petit, si c'est loin, si c'est près. Bon. Ouais. Et toujours est-il qu'il y a un moment, on commence à voir ça très gros et très près, et je reconfirme au radar au sol qu'il y avait une contact, il me dit non, j'ai rien. Je dis bon, les pilotes de chasse, on fait la police du ciel, post-combustion, et boum, on fonce dessus pour l'intercepter, quoi. Et au moment où nous, on devenait peut-être menaçant pour lui, ça part à la vitesse de l'éclair, mais vraiment à la vitesse de l'éclair, c'est-à-dire d'une accélération zéro. En une seconde, ça disparaît, quoi. Ça disparaît comme je dirais, vous savez, je dirais, un truc qui rentre dans l'atmosphère, quoi. Ouais. Donc, en un éclair. Bon, ok, alors on se rassemble, on dit bon, écoutez, on rappelle le radar au sol, écoutez, c'est pas possible. Nous, on a vu quelque chose qui est absolument étonnant, hein, qui est en observation sur nous. Au moment pour l'intercepter, ça disparaît à l'espace d'un éclair, c'était le mot, quoi, hein, ouais. Ça passait d'une accélération nulle par rapport à nous à
Oui, à la disparition. Ça vous a laissé sur place, comme l'on dit. Ah bah carrément, je peux vous dire que on était comme les deux Dupont dans leur noir, on était prêts à descendre de la Jeep en disant qu'est-ce qu'on fout, arrêter. En gros, c'était ça. Bon, après ça disparaît. On recommence l'exercice parce que bon, à l'époque, on était aussi sensibilisés sur l'économie des choses. Donc le radar de sol nous réécarte, nous représente. Là, j'étais chasseur et écoutez, dans les 15 derniers nautiques, je revois cette chose-là se pointer, sortant de nulle part, sur mon équipier, en manœuvre lâche, avec la même chose, le même phénomène, comme un truc entre nous deux, qui se baladait entre nous deux, tranquille, en observation. Je recommande au radar au sol, j'écoutais, ça peut faire quelque chose, là, penser sur discrimination, sur ce que vous voulez. Dis-moi, écoutez les gars, j'ai rien. Alors rebelote, on remet un coup de cloche combustion, et là, du coup, on dit, on va l'avoir. Et pareil, on arrive à une distance, je peux pas chiffrer, mais je dis relativement près, et ça redisparaît en un éclair, quoi, je veux dire, flouf. Exactement comme je disais, vous êtes en avion hélice 3940 et que vous allez intercepter maintenant un Rafale qui, encore, non, ça disparaîtrait pas aussi vite. Donc, c'est encore cette fois, ça nous est arrivé 3 fois. 3 fois la belle chose s'est représentée. Le même phénomène s'est représenté. Bon, après, il a fallu rentrer parce qu'on a plus assez de pétrole. Alors, c'est vrai qu'on restait un peu sur les culs, quoi. Je veux dire, moi, et encore à l'époque actuelle, je n'ai pas d'explication, si vous voulez, dans ma culture aéronautique, j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu pas mal de prototypes, on a vu beaucoup de choses. Je n'ai pas d'explication technique et réelle pour ça. Il y a rien encore à notre époque qui se balade comme ça, quoi. Ouais. Alors, effectivement, comme disait Bernard, c'est qu'à l'époque, c'était la guerre froide. Quand on voyait des phénomènes comme ça, les Russes, si c'était les Russes qui voyaient, pensaient que c'était les Américains qui avaient trouvé quelque chose. Si c'était les Américains qui voyaient ça, ils pensaient que c'était les Russes qui avaient trouvé le secret de la propulsion internucléaire. Et puis en France, on disait tiens, c'est les autres qui font quelque chose. Alors avec mon coéquipier, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit petit pas, on va la fermer. Parce qu'il y a 2 solutions. Ou on est mis au secret, et là on est dans la merde, on n'est pas prêt d'envoler, ou on va chez le psy, et on est aussi dans la merde, on n'est pas prêt d'envoler. Donc on a gardé ça pour nous. C'est ce qui se faisait un peu à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que devant ce genre de choses, il y a toujours cette attitude actuelle. Moi, ça m'est arrivé de refaire des émissions. Et je me rappelle très bien la gouvernante de mon fiston un jour qui m'a vu passer sur l'émission, m'a dit ça y est, le secret, vous avez fumé de la moquette, quoi. Donc ça, c'est une première attitude populaire. Mais la deuxième, c'est que si vous en discutez des fois dans des milieux le soir, etc., il y a plein de gens qui ont des observations à vous rapporter. Oui, mais alors justement, colonel Jack Crean, vous avez évolué durant plusieurs années dans un milieu de pilote de chasse, de pilote de ligne, de pilote tout court d'ailleurs. J'imagine que lorsqu'on discute, on se raconte les différentes expériences. Vous avez peut-être croisé des pilotes qui ont vécu ce même type d'observation ou d'autres types d'observations. D'autres types d'observations, je peux vous dire, j'ai une dizaine de collègues qui m'ont dit, écoute Jack, on est d'accord avec toi, moi à tel endroit, à telle date, j'ai vu telle chose. Alors, il y a des choses différentes, c'est que certaines choses ont été, détectées par les radars au sol. Ouais. C'est-à-dire que il y avait une trace qui était détectable et beaucoup d'autres, il n'y avait rien. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si vous voulez les observations, il y en a, Bernard Tonal a dû vous le dire, je crois que les Américains ont gardé de côté 160 ou 180 observations qui gardent sur le coude en disant, bon, pour le moment, on sait pas faire, mais c'est intéressant, on verra la suite des événements, des connaissances qui vont venir. Il y a quand même, j'ai des généraux de mes collègues qui ont vu, j'ai des camarades pilotes de ligne qui ont vu, et ça reste. Alors, le problème, c'est un problème aussi qui devient émotionnel et affectif, c'est que, en ce qui me concerne, c'est que, d'abord, moi, je me suis fait un peu balader le jour où j'ai commencé. On m'a donné toutes les explications rationnelles possibles en disant oui, c'est une hallucination, etc., etc. Moi, je leur ai écouté, on était 2. Bon, on était 2 cerveaux quand même. On était dans 2 avions différents et on l'a vu 3 fois de suite. Bon, moi, ce qui me permet de dire, j'ai pas d'explication à donner, mais l'observation que j'ai vue, elle est comme ça. Maintenant, le jour où on me dit, écoutez, c'était ce que vous voulez, ok, ça me dérange pas du tout. Alors après, il y a le phénomène, je dirais, personnel et interpersonnel, c'est que OVNI, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est objet volant non identifié. Donc, moi, c'est bien un objet volant non identifié que j'ai vu. Bon, ça, j'ai pas identifié. J'ai regardé, je peux le décrire. C'était, disons, une forme de fuselage ou de cigare assez énorme, avec des hublots, peut-être une dizaine sous le pourtour. Et surtout, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait une lumière à l'intérieur, c'est ce qui dégageait de l'intérieur de ce volume, c'est que c'était une lumière intense. Vous savez, je dirais presque la lumière éclatante
compris dans certains films d'anticipation où juste avant la mort, vous voyez, pas une lumière, Ouais. c'est extraordinaire. Et pas de traces de combustion, de réacteurs, de Rien. choses comme ça. Rien. Je vais vous dire, ça vous apparaissait sous les yeux et ça disparaissait dans la seconde. Et en accélération quand même, hein, c'était, ça partait. Je veux dire, c'est comme une mouche que vous cherchez à attraper, vous voyez, Ouais. quelque part. Hein, Ouais. pour prendre un truc un peu trivial. Alors, bon, il y a une chose, c'est que ça reste, j'avais l'identifié. Alors après, maintenant, c'est plein de vue humain. Je dirais, ça peut devenir une croyance. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, est-ce qu'il y a quelque part dans notre planète des mecs qui ont trouvé un truc scientifique qui en sont à la propulsion cosmique ou ce qu'on veut? Ou alors, bon, il y a la troisième dimension, il y a la quatrième dimension, c'est une autre planète, c'est des mecs qui viennent nous observer, et tout est possible, hein, toutes les théories, je dirais, toute l'imagination humaine, toutes les intuitions ont été mises là-dessus. Oui, Alors, mais lui, qui est un type très orienté là-dessus, on a vu, il a dû faire un peu le tour de tous les possibilités oui. envisageables. Mais ce qui m'intéresse là, en l'occurrence, colonel Jacques Crane, c'est votre analyse en tant que pilote de chasse. À votre connaissance, il n'existe rien sur notre planète, enfin du moins à votre connaissance, qui soit capable de telles performances aéronautiques. Absolument, et j'en suis encore là. Bon, on ne sait pas tout dans la vie, hein. Oui. Mais ce que je veux dire, que c'est ce que je disais, c'est que précédemment, c'est que ça me turlupine encore sous les temps en temps. Bon, évidemment, je suis prêt à y penser. Et c'est que dans ma culture aéronautique, à travers tout ce que j'ai pu faire, comme avion de chasse, comme avion rapide, enfin bon, l'avion de chasse, je suis même allé piloter moi en Russie, d'ailleurs avec Bernard Tonnel. On a quand même fait face à des avions qui sont un peu, je dirais, presque la guerre des étoiles. Quand vous voyez un Sukhoi 30 ou un Sukhoi 27 ou un 1029, ou un Rafale maintenant, ou des avions qui sont hyper, ou les F-18 chez les Américains, enfin tout ce qui sont comme grosses machines, c'est quand même des choses. Bon, on sait, même à SR-71, on connaît l'enveloppe de performance que ça présente. Bon, et c'est actuellement ce qui se fait de mieux avec, c'est que la dernière Formule 1, vous savez ce qu'elle est capable de faire en temps sur un circuit. Ouais. Et si un jour vous avez un mec qui veut regarder sur le bord de la piste, et là où un Schumacher tourne en 2 minutes 30 et qu'il vous fait ça en 10 secondes, il dit tiens, il y a quelque chose là quand même. Il y a un bug quoi. Non, il y a un bug. Bon, je veux dire, je me mets au niveau du brave humain pragmatique. Il dit là, bon, le champion, il va se dire attendez, moi je suis dans un avion je suis dans une voiture qui tourne en temps et ça m'éclaire et j'ai pas le temps de devoir passer quoi. Ouais. Donc si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est exactement ça. C'est qu'actuellement, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas la science infuse générale, mais je veux dire, j'ai pas encore trouvé, dans tous les progrès, dans Aérocosmos, dans les salles aéronautiques que je fréquente, etc., d'engins qui soient capables d'avoir la performance que j'ai observée. Ouais. Mais votre analyse maintenant, d'accord, en tant que pilote de chasse, vous nous dites, et on l'a bien compris, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est un engin qui m'a laissé sur place, et même encore actuellement, ça s'est passé en 75, même encore actuellement, il n'y a aucun avion qui vole qui soit capable de telle performance. Donc, vous y avez réfléchi, je suppose que ça a dû vous triturer le cerveau pendant un certain nombre d'années. Puis encore, oui, je regarde les dernières découvertes qu'on puisse faire en méthode de propulsion ou de déplacement. Hein. Oui. Alors, justement, votre conviction personnelle, c'est quoi? Même si elle n'est appuyée sur aucune preuve tangible, évidemment. Ma conviction, bon, pour mon explication, je vais vous dire, je suis un peu comme je vais dans un double cerveau, je suis un peu comme l'enfant par moment, en me disant, au cas où ça serait, on va dire des extraterrestres, au cas où ça serait des consciences supérieures, ou ça serait quelque chose dans la galaxie qui aurait quelques années d'avance sur nous, je me dis pourquoi pas. Alors là, je l'emberge comme le gamin qui rêve au petit oui, tout à fait. Au petit bonhomme vert qui va lui amener des connaissances. Et puis de l'autre côté, je me dis j'en sais rien quoi. Vous savez, c'est comme la croyance, je crois en Jésus. Ou dans une religion, si vous y croyez fortement, ça peut vous aider, et puis il y a ceux qui croient exactement le contraire, mais la croyance, en fait, c'est la même, la force est la même, elles sont simplement paradoxales. Bon, alors, moi je suis dans l'expectative de dire pourquoi pas, hein, et ça me ferait bien plaisir. Oui, j'imagine. En tant qu'être humain, si un jour on me dit, écoute, ou alors je suis visité par ça serait marrant, hein, entre anciens combattants, un mec qui est un jour un bonhomme vert qui vient devant chez moi et qui dit, vous vous rappelez, là, cette soirée-là, c'était moi qui étais je serais vachement content. C'est moi qui vous ai mis un vent, oui. Voilà. C'est moi qui vous ai mis, qui vous fait piquer, voilà, ça serait vachement content. Mais, je pense que l'attitude intelligente, c'est ce qui se passe, pour beaucoup de scientifiques, où, il y a eu, effectivement, on a eu on a eu la Cometa, on a eu le CEPRA, on a eu des organismes américains. Moi, j'ai même été contacté par des associations qui cherchent ça très très. Vous savez, c'est comme les gens qui recherchent les bruits dans l'espace et les messages dans l'espace. Donc, je dis, il faut continuer.
Hein, faut continuer, pourquoi pas. Hein. Il serait aussi stupide, je dis, enfin, dans mon point de vue, il est aussi stupide de dire non. Moi, j'ai eu des cerveaux forts, des mentalités qui m'ont tout expliqué que j'étais un bourrin et que soudainement c'était explicable parce que c'était des signaux de fumée que faisaient les Indiens en 1714, j'en sais rien. Hein, mais et puis y croire complètement en disant bon c'est forcément les habitants de la planète machin chose qui, vous voyez. Alors ce qui est intéressant dans notre culture, c'est que nous on va découvrir l'espace. Alors, on fait des efforts, bon on va amener la paix quoi. Hein. Ouais. Et puis dans nos romans à nous et dans notre culture, c'est que les gens qui viennent de l'espace, ils viennent nous bouffer quoi. Hein. Alors, en général, c'est des envahisseurs, voilà. Ouais. Alors c'est assez marrant aussi dans l'inconscient humain. Hein, Bon, maintenant, la réponse est que moi je suis dans l'expectative tout à fait bienveillante et ouverte. Et c'est vrai que vraiment, si on me disait, écoute, d'abord, on a trouvé l'explication. Alors, c'est une explication scientifique au niveau de la Terre, au niveau de nos connaissances. Je dirais merde, tant pis quoi. Hein, je suis un peu déçu. Oui. Et puis si on me dit, attendez, alors là, ça y est, là on a une ouverture sur l'espace, sur une autre dimension, sur un autre esprit, sur une autre tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Hein, je dirais bravo. Ouais. Bernard Toinel, vous êtes dans le même état d'esprit? Totalement. Alors là, 100%. Je crois qu'il y a pas une virgule, une ponctuation pour laquelle je suis pas d'accord avec Jack. Ouais. Merci en tout cas, colonel Jacques Crine, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et puis, écoutez, à très bientôt sur les antennes de Sud Radio, dans les Aventuriers de l'étrange. Si jamais il vous arrive d'avoir une information qui est intéressante via Bernard Toinel ou en me contactant directement, vous serez le bienvenu. Et ça sera avec plaisir en tout cas. Merci colonel, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Bernard Toinel, une pause à nouveau et on va revenir au rapport Cometa un petit peu plus en détail et puis tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission, on aura le plaisir de recevoir le commandant Jean-Charles Duboc qui lui était présent à la conférence de Washington et qui a fait une communication. C'est un commandant de bord civil qui a vécu une observation d'OVNI tout à fait intéressante. À tout à l'heure, Bernard Toinel. À tout à l'heure. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec le dossier OVNI. Ce soir, beaucoup d'invités. Nous profitons de cette conférence qui a eu lieu le 12 novembre dernier à Washington pour réouvrir ce dossier avec, vous l'avez entendu en début d'émission, James Fox, qui est producteur, qui a réalisé des documentaires sur les OVNI et qui a été l'organisateur de cette conférence avec 14 conférenciers. Nous avons reçu à l'instant le colonel Jacques Crine qui a vécu quand même une expérience d'observation d'OVNI assez étonnante en 75 et tout ceci, tous ces invités grâce à Bernard Toinel qui est en direct avec nous depuis les États-Unis, depuis Los Angeles. Alors Bernard Toinel, si vous le voulez bien, revenons au rapport Cometa dont nous avons parlé un petit peu tout à l'heure avant de recevoir le colonel Jacques Crine. Qu'est-ce qu'ils ont préconisé? Parce que je suppose que toutes ces têtes pensantes qui se sont réunies, tous ces hauts gradés, parmi les plus hauts que comptent les différents corps d'armée françaises, ils ont produit des recommandations. Quelles ont été ces recommandations? Écoutez, les recommandations principales de ce rapport, c'est surtout d'informer les décideurs à tout niveau, les militaires, les politiques, le gouvernement, surtout les pilotes pour ce que je vous avais dit précédemment, les problèmes de sécurité aérienne, les pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'avions de chasse, enfin je dirais de tout ce qui constitue notre aviation, et de donner des conférences, de faire un petit peu ce qu'a fait James Fox, c'est-à-dire de donner des événementiels, ouais. De délivrer des événementiels pour, j'irais, prendre conscience que c'est quelque chose qui est sérieux et que ce n'est pas obligatoirement des petits hommes verts ou des farfadets ou des choses sorties d'hallucinations ou de légendes. Je veux dire, c'est quelque chose de réel. Mais on ne sait pas ce que c'est, mais par contre il faut informer donc tous les organismes et on considère que les organismes à finalité militaire sont prioritaires, c'est ce qui est expliqué dans le rapport Cometa, c'est-à-dire également le service de relations publiques de l'armée et de renforcer, alors ça c'est je dirais ce qui a été fait maintenant. Parce qu'en 1999, on n'en a pas vu les effets immédiats, mais en revanche aujourd'hui on peut dire que oui, on a pris
certaines résolutions du rapport Cometa au sérieux et on les a appliquées. Alors, Bernard Toinel, justement, parce qu'on l'a bien compris, quand le colonel Jacques Crine, tout à l'heure, nous a raconté son expérience, il nous a bien dit... avec mon collègue pilote, nous étions donc en train de rentrer à la base et on s'est dit tous les deux, on la ferme, on la boucle, parce que sinon, on va être soit mis au secret et on volera plus, soit on ira chez le psy et on ne volera plus. Donc, est-ce que cet état d'esprit a évolué? Écoutez, il est en train d'évoluer. C'est ça ça veut dire que ça n'a pas encore complètement évolué. Bah non, parce que vous avez quand même une dose d'hyper-rationalisme, si je puis dire, dans le milieu de l'aéronautique. Donc il y a une frange de pilotes qui n'ont rien vu, mais qui ne veulent pas concevoir qu'il y ait de telles apparitions, de tels phénomènes. Ils considèrent que tout est explicable, et c'est loin d'être le cas. Et c'est ça le problème. Et vous allez le voir d'ailleurs avec le commandant du BOC, ça est en train d'évoluer et on est en train au contraire de faire prendre conscience à la population aéronautique qu'il se passe des choses dans le ciel dont il faut tenir compte et qu'il faut rapporter bien évidemment aux autorités. Et sans risque d'aller au médical ou sans risque pour sa carrière. Ça c'est déjà, je crois, un aspect pédagogique, mais également pour rassurer, je dirais, les gens, pour dire voilà, il se passe des choses, ne vous inquiétez pas, c'est pas le fait d'une hallucination, vous n'avez pas fumer la moquette, si on peut dire. Vous devez rapporter ces faits et nous allons les étudier. Voilà exactement en gros ce qui a été d'ailleurs préconisé par le rapport Cometa en 99. Et puis alors bien évidemment, il faut alors c'est la logique, c'est-à-dire il fallait renforcer donc les moyens, c'est-à-dire le CEPRA, il y avait qu'une seule personne, on essaye si vous voulez, de reformer cet organisme du Centre national d'études spatiales, et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. On est en train de mettre surtout à la disposition du public les rapports, bien sûr, qui ont été édulcorés du fait de la loi française, mais enfin, on commence à mettre en ligne les rapports français, les rapports d'enquête. Toutes les archives, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et alors là, on est dans une phase, je dirais, un peu transitoire. Et je dirais que le rapport Cometa allait un peu au-delà, c'est-à-dire qu'il demandait quand même qu'on prenne en compte la détection des ovnis dans le cadre de systèmes de surveillance de l'espace, par exemple. Oui. C'est un peu alors qu'il faudrait créer une cellule au plus haut niveau de l'État, si vous voulez. Bon, ça c'est des choses qui progressent, mais ça prend du temps, si vous voulez. C'est pas. Il faut changer les mentalités et ça c'est pas facile. Depuis 50 ans, on vit quand même le phénomène ovni comme un phénomène tabou quelque part. C'est vrai. Bernard Toinel, l'Europe existe maintenant, c'est une réalité, tant au niveau sociologique, politique, économique, bien entendu. En France, nous avons peut-être la particularité, les seuls en Europe, d'avoir un organisme officiel, je veux dire payé par nos impôts, par les deniers de l'État, qui est accueilli au Centre national d'études spatiales, qui est présidé par Jacques Patenay actuellement, qui s'appelle le GEIPAN, vous en avez parlé. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de créer la même structure que le GEIPAN, mais au niveau européen? Écoutez, ça a déjà été préconisé en son temps, dans les années je crois 80, 90. Et ça a été proposé par Jean-Claude Ribes, l'astrophysicien Jean-Claude Ribes, qui, lui, avait demandé à Tullio Reggier, qui était rapporteur de la commission à l'époque, qui était donc de nationalité belge, de pouvoir effectivement créer une espèce à l'époque c'était le CEPRA, une espèce de GEPAN, CEPRA européen, à l'échelle européenne. Donc ça avait été malheureusement rejeté d'emblée par notamment la Grande-Bretagne, qui avait totalement, mais alors ridiculisé au travers des médias, je dirais l'hypothèse de constituer une espèce d'organisme à l'échelle européenne. Alors que au sein du MIT, il y avait un monsieur qui a démissionné depuis, qui fait autre chose, qui s'appelle Nick Pope, qui était d'ailleurs à la conférence à Washington, et que j'ai eu le plaisir de recevoir dans les Aventuriers de l'étrange, qui lui ne s'occupait que de ça. Donc ils avaient déjà un organisme. Absolument, oui, tout à fait, mais qui relevait des autorités militaires, du ministère de la Défense. Et c'est là où le bas blesse, c'est que justement, le fait, si vous voulez, de mêler les affaires civiles et militaires à l'échelle européenne,
ça pose un problème il faut dire, de sécurité nationale. Chacun veut un petit peu conserver ses secrets militaires à lui. Bon, il n'y a pas encore, si vous voulez, véritablement de mise en commun. On en est quand même au balbutiement, si vous voulez, des coopérations sur le plan militaire, mais ça vient. Mais là, je crois que c'était peut-être prématuré à l'époque. Ouais. Bernard Toinel, est-ce que vous pensez, comme certains ufologues, qui sont plus sur la théorie du complot, on nous dit rien, on nous cache tout, que les gouvernements ne disent pas tout justement dans ce domaine et qu'il y a des gros secrets planqués quelque part, je ne sais où? Écoutez, ça c'est un peu c'est la boîte de Pandore, je dirais. La théorie du complot, quoi. Ouais. Oui, la théorie du complot. Alors écoutez, il y a là je vais faire de la publicité d'un livre dont je ne suis pas l'auteur, mais par contre je partage pleinement les thèses de l'auteur. Il s'agit de Pierre Lagrange, du sociologue Pierre Lagrange, qui a écrit un très bon bouquin qui s'intitule OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ouais. Et écoutez, moi je partage pleinement ce qu'explique Pierre Lagrange sur la théorie du complot, parce que moi je l'ai vécu de l'intérieur. Et je l'ai vécu à tous les niveaux, c'est-à-dire auprès des ufologues, mais également, et c'est ça qui est étonnant, auprès des officiels. Oui. Et là, c'est là où j'ai été, comme vous avez expliqué, j'ai dirigé donc les numéros de VSD hors série, donc j'étais, si vous voulez, en pointe de l'information à l'époque, et lorsque j'étais dans la boucle, si vous voulez, de l'association Cometa lors de la publication du rapport, j'ai vu un petit peu ces manœuvres, je dirais pas manipulation, mais ces manœuvres un petit peu bizarres de la part de certains officiels. Je parle pas de tous les officiels, fort heureusement, mais dans le sens, si vous voulez, alors à connotation politique, c'est évident, mais je veux dire par là, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure méthode pour arriver, si vous voulez, une coopération internationale, par exemple. Le fait, par exemple, si vous voulez, de dire que les Américains cachent beaucoup de choses, et que finalement en France, on a aussi une politique du secret que l'on connaît quand même. Oui, mais quand vous avez évoqué à l'instant des officiels qui se comportaient de manière bizarre en termes de communication, vous entendez quoi par là? Vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Écoutez, je vais être très simple. Je vais parler lorsque nous avons sorti le rapport Cometa en kiosque, ouais. Il n'y a eu aucune conférence de presse des signataires. Et ça, c'était leur volonté propre. On ne pouvait pas aller à l'encontre de leur volonté. Mais François Siegel, qui avait édité le rapport, qu'il avait édité sous la bannière de VSD hors série, est sorti en kiosque, a été très étonné de cet état de fait. C'est en fait, on nous donnait un rapport, et puis après, il n'y avait aucun suivi. Il n'y avait pas, je dirais, des explications de texte. On aurait bien aimé plutôt avoir le général Letty, donc qui était qui est d'ailleurs toujours le directeur de l'association Cometa, s'exprimer devant, comme l'ont fait les panélistes, si vous voulez, lors de la conférence de 12 novembre à Washington. Ouais. C'est ça qu'on aurait voulu voir. Or, il y a eu, si vous voulez, ce document brut de pomme, et puis après, écoutez, il n'y a pas eu de suivi du tout. Vous voulez dire que personne voulait se mouiller? Écoutez, oui, je crois que c'est un peu la conclusion qu'on peut imaginer, parce que c'est vrai que de sortir un rapport et de ne pas le commenter, ou de ne pas l'expliciter face aux médias, ou le faire, je dirais, le faire au compte-gouttes, c'est quelque chose qui est un peu étonnant, oui, parce que soit finalement on signe et on appuie un rapport qu'on écrit, je crois qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on écrit. Il faut l'assumer. Faut l'assumer, et puis là, non, on a eu, je dirais pas une fuite en avant, mais on a eu un mur du silence. Voilà, je crois que c'était la conclusion qu'on a eue, et on a été très étonnés de ce fait-là. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti également à Washington. C'est-à-dire que, je peux vous dire, à l'heure actuelle, des officiels de très haut niveau avaient été invités à Washington, ils ne sont pas venus. Ouais. Et ça, c'est on ne sait pas si c'est un manque de courage, si c'est, je dirais,
qu'on a peur du décalage horaire, c'est possible, parce qu'il y a des gens qui ne supportent très mal le décalage horaire. Attendez, c'est ce qu'on m'a donné comme raison. Hein. Bernard Toinel, quand vous dites des officiels ont été invités, je suppose que James Fox les a invités parce qu'il savait qu'ils s'intéressaient de manière sérieuse au dossier OVNI, on est bien d'accord? Écoutez, oui, voilà. Ce sont des officiels en activité, ce sont des gens qui ont actuellement le service en question entre leurs mains. Voilà. Donc ce sont des gens qui normalement prônent pour la collaboration internationale et qui là auraient eu une occasion, à mon avis unique, de pouvoir discuter avec leur père, et qui ne l'ont pas fait. Et ça, je suis un peu étonné. Alors, il y a peut-être également de leur part le fait qu'ils aient sous-estimé l'impact de cette conférence. Oui, probablement. En disant c'est une conférence de plus, et finalement, ça n'apportera rien d'y participer. Et je crois que ça a été leur erreur. Bien. Nous allons refermer le dossier Cometa, donc qui est sorti en 1999. Oui. On peut le retrouver sur Internet d'ailleurs, pour ceux et celles qui voudront le feuilleter, ou je suppose qu'on peut se le procurer encore, peut-être. Alors, plus auprès de VSD hors série, parce qu'il y a bien longtemps que tous les numéros ont été épuisés. Là, maintenant, c'est plutôt sur eBay qu'il faut les chercher. Mais par contre, on peut le trouver soit aux éditions du Rocher, soit, je crois, chez J'ai lu. Voilà. Il a été repris en édition de poche, je crois, en livre de poche ou chez J'ai lu. Je pourrais pas vous dire plus de détails, mais il a été réimprimé sous forme d'un bouquin, sous forme d'un livre. Donc trouvable. Oui. Bernard Toinel, je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Los Angeles ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. On va faire une pause et dans quelques minutes nous allons recevoir un autre invité, le commandant Jean-Charles Duboc, qui a été invité à cette conférence de Washington et qui a présenté son observation. Nous allons en discuter bien entendu avec lui. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange, retour avec mon invité Bernard Toinel en direct depuis Los Angeles, donc aux États-Unis. Bernard Toinel, exercice difficile, je vais vous demander de vous y plier encore une fois, comme pour James Fox tout à l'heure, de nous présenter le commandant Jean-Charles Duboc, qui a été à Washington d'ailleurs, invité à cette conférence. Oh, oui, effectivement, c'est exercice de style. Je dirais que le commandant Duboc, je l'ai connu grâce à Jean-Jacques Velasco. Lors de la fabrication du premier VSD hors série OVNI que nous avons fait publier en juillet 98. J'avais, si vous voulez, comme projet de faire paraître à peu près une dizaine de témoignages de pilotes de ligne et de pilotes de chasse, les uns derrière les autres, et je voulais commencer par une exclusivité qui était l'observation du 28 janvier 1994, qui m'avait été présentée par Jean-Jacques Velasco comme être véritablement l'observation la plus importante en France depuis 50 ans. Et donc j'ai eu le privilège de me mettre en contact avec le commandant Duboc, qui m'a appelé et qui m'a dit je suis d'accord pour apparaître au grand jour dans VSD hors série, et je crois que je ne saurais autant le remercier, parce que c'est véritablement ça a été véritablement un grand moment dans le journalisme, de faire apparaître surtout les témoignages de pilotes au grand jour, et ça je crois que c'est véritablement quelque chose d'assez exceptionnel, mais enfin il fallait le faire, il fallait surtout aider à la décision, c'est pas facile, et je crois que c'était quelque chose qui marquera, à mon avis, l'histoire de l'ufologie en matière de journalisme, ça c'est clair. Commandant Jean-Charles Duboc, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, en compagnie de Bernard Toinel. Vous avez été donc présent et vous avez présenté une communication, une conférence lors de la conférence de Washington, donc le 12 novembre dernier. D'abord, votre sentiment sur cette conférence, comment l'avez-vous ressenti ? Moi, je l'ai trouvé extrêmement bien préparé, extrêmement positive, vraiment un très bon niveau de professionnel, et qui s'est limité aux faits, aux observations indiscutables. Oui. Et ça, j'avoue que c'était surprenant. C'est la première fois que je participe à, disons, une conférence de presse de ce niveau. Aussi solide.
aussi solide, aussi vraiment c'était un zéro faute et donc j'ai rencontré des personnes vraiment très intéressantes comme le général Wilfried de Brouwer là, qui a donc qui a étudié la vague d'ovnis de Belgique. Il y avait Claude Poher qui a créé le GEPAN, il y avait Jean-Claude Rib, pardon. Il y avait le général Jaffari. Enfin, c'était vraiment stupéfiant, vraiment. Alors, commandant, je vais vous demander de nous relater ce que vous avez fait d'ailleurs lors de cette conférence, votre témoignage, ce que vous avez vécu lors de ce vol donc en janvier 94. C'était le vol Nice-Londres, hein, c'est ça? Oui, c'était en Nice-Londres. C'était donc en début d'après-midi. Il faisait un temps absolument superbe. On avait 150 nautiques de visibilité, de 200 ou 300 kilomètres, de l'altocumulus, donc un ciel très très dégagé avec une bonne estimation des distances. On était relativement haut, nous étions à près de 12 000 mètres au niveau 390. Et c'est arrivant donc à l'est de Paris, et près de Coulommiers. Après Coulommiers, donc j'ai vu que le steward qui était dans le poste et ensuite la copilote ont vu ce qu'ils pensaient être un ballon météo, mais qui était quand même beaucoup plus gros, parce que moi quand je l'ai vu, ça faisait quand même en diamètre apparent la taille de la Lune, et c'était à 25 nautiques, donc 47 km, c'était énorme. C'était rouge sombre avec une espèce de halo autour, de brume. Ouais. Il semblerait, d'après Power, que c'était un gradient d'ondes de gravité gravitationnelle qui ionisait l'air autour et qui donnait cette forme rouge sombre qui est en fait la couleur de l'azote ionisé. Jean-Charles Duboc, là, vous nous avez dit, visibilité quasi parfaite, impeccable, temps idéal pour voler. Vous avez été 3 à faire la même observation, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous nous avez dit également que vous pouviez à peu près estimer la distance. En sachant tout cela, est-ce que vous avez une idée de la dimension de cet objet, de cet engin ? Bon, écoutez, d'après l'estimation de distance qui est certaine, après j'ai refait des mesures en ligne, dans les jours qui ont suivi en rapprochement sur des nuages, que j'ai estimé à 25 000, et à chaque fois je suis retombé sur une distance correcte à 2 ou 3 nautiques près maximum. Donc la distance de 45 km était valable, la distance angulaire était aussi très très proche de celle de la Lune, et donc on avait à peu près, ça donne entre 300 et 400 mètres de diamètre, c'est énorme. Ah oui, oui, c'est tout à fait énorme. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez aperçu cet objet ? Écoutez, moi, ma première action déjà, c'était, je pensais voir un avion à 45 degrés d'inclinaison en virage et 45 degrés d'inclinaison à 10 000 mètres, ce qui est un peu au-dessous de nous, était au niveau en gros 350. C'est totalement anormal parce que les avions de ligne ne dépassent pas 25 degrés d'inclinaison pour le confort passager, puis aussi pour pas arriver près du buffeting, qui est l'apparition d'ondes de compression sur l'aile. Et donc on peut décrocher, l'avion après peut descendre. Donc c'est vraiment 45 degrés, c'est absolument anormal. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était la forme qui était absolument pas courante. Et ça ressemblait à quoi pour moi, c'était une gigantesque disque, une lentille rouge sombre, disque classique. Comme il y a tant d'histoires là-dessus, mais la taille était immense, quoi. Mais le disque était à l'horizontale, était incliné à 45 degrés, c'est ça? Il s'est stabilisé, c'est pour ça que je dis, tiens, c'est un avion qui a 45 degrés d'inclinaison, puis qui se met à l'horizontale, puis après il bougeait plus. Et donc, au bout de 10, 20, 30 secondes, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça bougeait pas dans le ciel, et on voyait une espèce de disque, on voyait la tranche d'un disque, qui était immobile. Et puis au bout d'une minute 30, c'est devenu transparent, puis ça a disparu. Alors ça, c'était vraiment le gag, parce que c'était quand même, je l'ai jamais vu, quoi, j'avais jamais vu ça. Et au moment où cet objet a disparu de votre champ de vision, a disparu tout court du reste, qu'est-ce qui s'est passé dans la cabine? Parce que j'imagine que, comme on dit de manière triviale, autant le copilote que le steward que vous-même, vous avez dû être un peu interloqué, scotché. Oui, tout à fait, si vous voulez. On s'est tous dit, c'est un objet volant non identifié, c'est le terme exact, c'est OVNI.
Et donc, la procédure pour les pilotes, c'est de faire un compte rendu radio. Donc, nous avons contacté Reims Control et nous avons fait donc un rapport et nous avons été transférés ensuite sur une fréquence militaire. Nous avons donc décrit un peu mieux ce que nous avions vu. Ouais. Et puis ça s'est pas arrêté là, quoi. Mais vous n'avez pas eu, parce que on a eu le colonel Jacques Rime tout à l'heure. Bon, vous, cette observation était en 94. Lui, c'était en 75, dans un cadre purement militaire. Donc le contexte était et l'époque totalement différent. Mais là, lui avait dit à son collègue pilote, puisqu'ils étaient deux à voler, on descend la boucle, on la ferme, on dit rien. Vous, en revanche, vous aviez une procédure déjà prévue pour ce genre de témoignage. Ah oui, pour les pilotes de ligne, c'est obligé de le signaler au contrôle aérien quand il y a ou de faire un rapport quand il y a donc une anomalie d'OVNI. Hein? Bon, mais par contre, j'ai pas fait de rapport écrit. J'ai attendu 3 ans pour faire un rapport écrit parce que ça faisait vraiment c'était trop gros, quoi, trop anormal. C'était impensable même. Ouais. C'est-à-dire, vous avez attendu 3 ans pour le digérer, pour que vous disiez, non, finalement, ce que j'ai vu, c'est vrai? Ah non, pas du tout, pas pour le digérer, parce que je me dis, bon, là, j'ai vu quelque chose qui est vraiment, qui vient pas de notre planète, je vois pas, qui pourrait faire ça. Et, donc, là, j'ai vu un article dans Paris Match, qui racontait, c'était Jean-Jacques Velasco, qui racontait qu'un OVNI avait été observé, au-dessus de Paris, le 28 janvier 94. Et que le commandant de bord avait refusé de faire un rapport, ce qui était vrai d'ailleurs, j'ai refusé de faire un rapport écrit. Tiens, il parle de moi. Oui. Et donc là, je me suis dit, et là, j'ai fait un rapport à la gendarmerie donc de Roissy. Oui. Et j'ai été ensuite en contact avec Jean-Jacques Velasco du CNES et puis le général Doliletti du COMETA. Voilà. Et alors, commandant Jean-Charles Duboc, vous avez discuté avec des militaires, puisque on vous a basculé sur une fréquence militaire, c'est ce que vous nous avez dit. Est-ce que eux ont pu, au sol, avoir des traces radars de cet engin que vous avez vu? Eh bien, écoutez, moi, j'ai accepté de témoigner. Ensuite, j'ai accepté de faire un rapport écrit parce que j'ai appris donc par image que il y avait eu une trace radar. Et si vous voulez, la trace radar, c'était un peu ça validait l'observation visuelle. Ouais. Et donc là, oui, vous n'étiez pas fou, quoi. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, non, surtout 3, ça fait beaucoup. On dit bon, ça va pas très bien. Mais quand c'est 3 qui voient la même chose. On se dit que l'aviation civile va très mal. Oui, là, c'est 3 qui c'est franchement mauvais pour le transport aérien, quand même. Donc là, j'ai fait un rapport et puis je suis rentré dans la boucle. Mais quels ont été, ou quels sont maintenant, avec le recul, puisque ça fait plusieurs années que ça s'est produit, votre analyse, vous? Mon analyse, moi, si vous voulez, je me suis quand même penché sur... D'abord, je me suis intéressé à l'astronomie. Ça, c'est une science qui devrait être enseignée aux jeunes. Ouais. Et puis ensuite, j'ai découvert déjà le CNES, le rapport COMETA, puis j'ai aperçu que j'étais pas tout seul à voir ce genre de phénomène. Et là, je me suis un peu documenté, et puis... Il y a beaucoup d'études sont faites, mais la plus intéressante sont celles qui ont été faites par le CEPRA, par Jean-Jacques Velasco, par Claude Poher, qui sont des très bonnes études. Et puis, mis à part, si vous voulez, une civilisation ou des civilisations extraterrestres qui se montrent délibérément dans notre atmosphère, il n'y a pas d'explication valable. Vous y allez carrément? Ah oui, je le dis carrément, oui. Moi, je suis rentré, vous savez, je vois pas pourquoi je dirais pas ce que je pense là-dessus. Ouais. Vous avez dit, je me suis intéressé à l'astronomie. Donc c'est que au départ vous avez cherché toutes les hypothèses qui vous menaient vers des explications que la science connaît. Si vous voulez, je me suis intéressé. J'ai pris ma retraite, donc je me suis intéressé à l'astronomie en tant que passe-temps, parce que c'est superbe. Il y a des très grandes découvertes. Et puis je me suis intéressé à tous ces phénomènes ufologiques. Et quand on voit la dimension de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière de diamètre, c'est entre 100 et 200 milliards de soleils, d'étoiles, grandes comme notre soleil, ou plus grandes ou plus petites. C'est des millions de civilisations peut-être, et des technologies qui dépassent les nôtres. Et on peut pas imaginer, si vous voulez, que d'autres civilisations soient pas plus développées, et puis n'aient pas la curiosité de venir nous voir, et de se montrer, tout en provoquant pas de panique, parce que c'est quand même un gros problème de fond, c'est d'éviter de provoquer des paniques, c'est de nous laisser nous développer tranquillement, je pense.
Ouais. Mais dites-moi, commandant Jean-Charles Duboc, est-ce que lorsque vous exposez cette hypothèse, parce que c'est encore de l'ordre de l'hypothèse, bien entendu, nous sommes tout à fait d'accord, est-ce que vous ne voyez pas dans le regard de ceux à qui vous parlez une espèce de petite lueur aigriarde ou un petit sourire en coin, vous savez, à dire bon, il est gentil? Oui, bah vous savez, ça me gêne pas trop parce que je vais vous raconter quand même une chose, c'est que il y a un astronome qui s'appelait Giordano Bruno, il a été brûlé vif en 1600. Oui, tout simplement parce qu'il avait dit qu'il y avait une infinité de mondes dans l'univers habité. Ouais. Donc, si vous voulez, je cours pas ce risque, enfin, je l'espère. Hein. Non, on ne brûle plus, là, maintenant. On brûle plus, on passe pour ridicule, mais ça me gêne pas du tout, vous savez. Bon. Y a des gens qui sont plus conscients que d'autres, c'est tout. Je pense que je fais partie de ceux-là, ça s'arrête là. Après, si les personnes qui sont critiques ou qui rigolent, déjà, en général, se sont jamais penchées vraiment sur le problème, donc elles rigolent, on rigole sans connaître le dossier, ce qui est quand même dommage. Commandant Jean-Charles Duboc, Bernard Toinel, vous restez avec nous. Une pause dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et on se retrouve tout de suite, dans quelques instants. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec un dossier OVNI extrêmement fourni, très épais, suite à la conférence qui s'est déroulée donc le 12 novembre à Washington. Nous avons Bernard Toinel qui a été le seul journaliste français présent sur place, qui est en notre compagnie en direct depuis Los Angeles. Et là, nous sommes actuellement en compagnie du commandant Jean-Charles Duboc qui nous a relaté son observation datant du 28 janvier 94. Est-ce que Jean-Charles Duboc, vous avez relaté ce que vous nous avez dit lors de cette conférence et est-ce que vous êtes allé plus loin à Washington? Ah non, moi je me suis à Washington, j'ai parlé uniquement de l'observation visuelle, uniquement de l'observation radar, la façon dont ça avait été étudié par le COMETA et le CNES, mais en donnant aucune interprétation. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde a fait. C'était vraiment objectif de l'analyse, sans interprétation, sans analyse, sans aller plus loin, si vous voulez. C'était pour poser un socle le plus solide possible sur lequel on puisse étudier après. C'est exactement ça. Ouais. Bernard Toinel, est-ce que, et je poserai la question au commandant Duboc après, est-ce que il y a 2-3 communications comme ça qui vous ont un petit peu laissé pantois, parce que bon, la communication du commandant Jean-Charles Duboc, vous la connaissez, vous en êtes un petit peu à l'origine, enfin non pas de l'observation, mais de sa connaissance au grand public. Mais est-ce qu'il y a 1 ou 2 communications comme ça qui vous ont réellement scotché? Écoutez, oui, parce qu'il y a quand même je dirais l'incident de Téhéran qui a été vécu par le général Parviz Jafari, qui donc est venu spécialement d'Iran pour relater pour la première fois son aventure, qui s'était quand même déroulée en septembre 1976, pardon. Et nous avons également l'expérience du commandant Santa Maria, le pilote péruvien, qui lui n'a pas hésité à faire usage de son armement de bord contre un OVNI, et bon, bien sûr sans conséquence. Mais il a quand même tiré 64 obus de 30 mm. Ah, quand même? Ah oui. Il s'est repris 3 fois pour essayer effectivement de l'encadrer, et le commandant Santa Maria, qui était à bord d'un Sukhoi 22 fighter qui équipe la force aérienne péruvienne à l'époque, c'était en 1980, avait essayé plusieurs fois d'encadrer cet OVNI. Il l'avait encadré, il a tiré, et il m'a confié d'ailleurs en privé, il m'a dit c'est pas possible, je pouvais pas le rater, et il m'a montré une photo de son trophée en tant que meilleur pilote de la force aérienne péruvienne à l'époque. Ouais. Donc c'était manifestement quelque chose qui a pu éviter et qui a pu passer entre les obus. Et de toute façon, à un moment donné, il a essayé également de pouvoir le coincer, si vous voulez, en termes aéronautiques. Et il n'a pas pu parce que l'engin se déplaçait à une vitesse faramineuse. Dès qu'il essayait de l'encadrer, hop, il repartait 5 km plus loin. Mais est-ce que il a eu il a eu le temps de l'observer? Ça oui, évidemment, puisque il l'a encadré, comme vous dites. Le terme encadré, c'est-à-dire qu'il l'a verrouillé pour tirer, hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'il l'avait dans son
collimateur de tir. Voilà, c'est qu'il avait face à lui et qu'il ne pouvait pas le rater. Il était à près de, il m'a dit, à peu moins de 300 mètres. Ah oui, effectivement. Non, il était très très près. Il a pris beaucoup de risques d'ailleurs, et il a rien pu faire. Ça a duré quand même, je dirais, ça a duré quand même 22 minutes quelque part. Hein. C'était véritablement une confrontation. Ouais. Et avec le pilote iranien, donc comment dirais-je, Gérald Jafari, lui c'est encore pire que cela. L'OVNI et ces espèces de petits objets qui en sont partis et qui le cerclaient littéralement. C'était, je dirais en termes tactiques en aéronautique, on appelle ça une attaque concentrique. C'est-à-dire que vous êtes entouré, vous pouvez rien faire, et finalement, si l'un de vos adversaires a envie de vous descendre, eh ben il le fait en 2 temps 3 mouvements. Mmh. Ça c'est clair. Et le général m'a confié d'ailleurs, également à titre privé, que quand il est revenu dans se poser, ils lui ont dit, t'as eu quand même beaucoup de chance, parce que si cet engin, cet objet voulait vraiment t'abattre, il l'aurait fait vraiment en 2 secondes. Ouais. Et ça, c'est un peu inquiétant, mais d'un autre côté également, c'est un peu rassurant. Ça veut dire que finalement, le phénomène n'est pas aussi hostile qu'on puisse l'imaginer. Mmh. Commandant Jean-Charles Duboc, vous partagez ce même avis de ces 2 communications vous ont impressionné? Ah oui, tout à fait. J'étais vraiment stupéfait. Bon, je connaissais l'affaire donc de Parviz Jafari en Iran, parce qu'elle est très très connue. Bon, oui. Je connaissais pas du tout l'affaire de Santa Maria. Moi non plus, je la découvre. Ouais. Hein, qui était vraiment stupéfiante. Effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est que ces engins sont pas hostiles. Alors nous pouvons être très agressifs en tirant même des obus, en armant des missiles. Alors ils ont des moyens d'échapper à nos tirs et de désarmer des systèmes électriques, assez vraisemblablement par des ondes gravitationnelles. Et donc, si vous voulez, je pense qu'avoir peur de civilisations extraterrestres, je pense que c'est à la limite du domaine du ridicule. Je dis pas que ça peut pas exister, hein. Mais les cas que nous avons, nous, pilotes, sur les 1200 cas répertoriés en 50 ans, il n'y a pas, enfin, mis à part 1 ou 2, de cas vraiment d'agression. Mmh. Il y a eu des cas de disparition de pilotes. Il y a des cas qui n'ont jamais été élucidés. Ah, peut-être bien, oui. Mais si vous voulez, il est possible que, effectivement, des pilotes qui ont vraiment tiré sur des ovnis et qui les aient touchés, il y a eu une riposte. Ça, c'est le domaine du possible. Mais donc dans le catalogue des 2204 pilotes, dont 20% corrèlent les radars, ce qui est quand même énorme, il n'y a pas de traces d'agression. Mmh. Commandant Jean-Charles Duboc, est-ce que, là j'en ai discuté tout à l'heure avec le colonel Jacques Crine, qui m'a dit que oui, entre pilotes de chasse, évidemment, de différentes nationalités, quand ils se retrouvent, ils discutent, même français, ils papotent, et bon, certains lui ont fait part d'observations d'OVNI qu'ils ont gardées sous le coude, ils se sont bien gardés de les révéler, de peur de représailles. Est-ce que, également dans votre milieu, donc dans l'aviation civile, vous avez eu comme ça des collègues à vous qui vous ont fait part d'observations? Ah oui, tout à fait. Moi, je connais même l'histoire d'un équipage 747-400, donc long courrier, il y a peu de temps, il y a quelques années. Oui. Qui vous pouvez nous la raconter en Asie, hein, sur la route vers l'Asie, et donc très distinctement pendant de longues minutes. Et puis le lendemain, quand le commandant de bord a voulu en parler au copilote, le copilote lui a dit "Mais j'ai rien vu hier. Il y avait rien." Donc, si vous voulez, il y a un refus de parler de ce genre de phénomène, tout simplement parce que les pilotes se suivent. D'abord, c'est un métier qui est extrêmement difficile à faire parce que la sélection est extrêmement sévère. Il y a des visites médicales tous les 6 mois, 2 fois par an, à partir de 40 ans. Ouais. Il y a aussi des tests en vol et on est censé avoir une excellente santé mentale compte tenu des responsabilités énormes d'un pilote. Il vaut mieux quand même, hein, oui. Des centaines de vies humaines entre les mains en continu. Donc, si vous voulez, à partir du moment où un pilote se retrouve face à un phénomène non expliqué sur lequel on ne lui a jamais donné aucune information, et c'est quel cas donc à la compagnie Air France, hein, il y a de mes collègues pilotes actuellement n'ont toujours jamais eu d'informations sur les ovnis, alors que le CNES avait demandé à faire l'information, ce qui est quand même un peu fort. Hein. Ils refusent de parler. À mon avis, c'est extrêmement négatif, même si c'est négatif psychologiquement pour les pilotes, si vous voulez. Ah, tout à fait. Mais
Jean-Charles Duboc, vous nous avez à peine évoqué comme ça ce cas-là de cet avion, un 747, c'est ça? Oui, c'est un accent. Je sais plus qui m'avait raconté ça. Mais c'était un cas indiscutable d'OVNI en l'air. Et le commandant de bord voulait en parler au copilote le lendemain, qui lui dit mais moi j'ai rien vu hier. C'était extraordinaire parce qu'il faut quand même le faire. Parce qu'il y a une peur, si vous voulez, de parler de ce phénomène pour beaucoup de pilotes. Mmh. Ça fait pas sérieux. Si vous voulez, il faut savoir que 25% des pilotes perdent leur aptitude médicale avant la retraite. Hein. Ouais. C'est la peur du ridicule. C'est la peur du ridicule, et pour la compagnie, c'est la même chose. La compagnie veut garder une image, de marque. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas en parler parce qu'ils n'ont pas l'info non plus. Et en parlant de rien, ils espèrent résoudre ne pas soulever le problème. Ça évite de le résoudre aussi, ce qui est pas bon. Ouais. Commandant Jean-Charles Duboc, avant de se quitter, je vous avais promis qu'on en parlerait. On va complètement sortir du sujet OVNI pour arriver sur une dimension humanitaire, je dirais. Un mot sur Euroclipper. En quoi est-ce que ça consiste? Écoutez, Euroclipper, c'est un projet que j'ai commencé en 93 où j'ai créé un laboratoire d'idées. D'ailleurs, c'était 2 mois avant cette observation. Et j'avais des amiraux, j'avais capitaine au long cours, patron de pêche, directeur de centre éducatif, juge d'instruction, pour la réinsertion des jeunes en leur donnant une formation humaine par la navigation en équipage à bord de grands voiliers. Donc là, on est sur un bateau. Ah voilà, et donc moi c'est un peu ma passion, ça. C'est même franchement quelque chose auquel je suis très attaché. Je suis issu d'une famille de marins. Et j'estime que nous sommes dans une société malade, je dirais même très malade. Il suffit de voir les explosions dans les banlieues qui s'embrassent. Et pour moi, il est absolument nécessaire de s'occuper des jeunes, de leur donner une véritable formation humaine. Et il y a rien de mieux, si vous voulez, que le voyage en équipage à bord de grands bateaux. Mais ça peut être aussi d'aller en Chine par la route de la soie à cheval, etc. Il faut s'occuper des jeunes. Une aventure humaine à vivre. Une aventure humaine, et je dirais une formation humaine et des règles de discipline. Une aventure, mais l'aventure, ça demande la discipline. Et si vous voulez, et donc j'ai une activité politique là-dessus qui me prend beaucoup de temps. J'arrive pas à faire sortir ce projet, mais bon, j'espère que je vais y arriver un de ces jours. Est-ce qu'il y a un site internet auquel on peut se référer pour en savoir un petit peu plus? Ah oui, vous cherchez Euroclipper sur internet. Oui. Euroclipper avec 2 P. 2 P, oui. Euroclippers, ou Jean-Charles Duboc sur Google, vous allez tomber dessus. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, commandant Jean-Charles Duboc, et à très bientôt. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bernard Toinel reste en notre compagnie. Bernard Toinel, toujours en direct depuis Los Angeles. Une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à discuter de ce dossier OVNI, de cette conférence qui a eu lieu, je vous rappelle, le 12 novembre à Washington. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, la presque toute dernière ligne droite avec mon invité Bernard Toinel. Toujours en direct depuis Los Angeles. Alors Bernard Toinel, je rappelle que vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, dont un qui est vraiment très intéressant, publié aux éditions Michel Lafon en 2003, qui s'intitule Objets volants non identifiés. Rédacteur en chef de plusieurs hors-séries VSD, du magazine VSD, notamment à l'époque de la publication du rapport Cometa. Avant de parler de votre livre et des différents cas que vous avez rapportés dans votre livre, revenons au congrès de Washington. Vous nous avez parlé de cette communication du commandant ou général Santa Maria? Du commandant Santa Maria, donc péruvien. Est-ce que vous pouvez revenir en détail sur cette aventure qu'il a vécue? Parce que moi, comme le commandant Duboc, je ne la connaissais pas, et c'est proprement hallucinant ce qu'il a vécu. Écoutez, oui, mais là, je dirais qu'il va falloir être très synthétique parce que j'ai peu de temps pour expliquer ce qui lui est arrivé. Il était mon voisin de chambre dans l'hôtel, alors il venait me voir souvent, on a pu discuter tous les deux et il m'a expliqué longuement ce qui lui est arrivé. Ouais. On a une demi-heure encore, allez-y, on a le temps. D'accord, mais il y a peut-être autre chose à dire. Oui.
Alors, écoutez, ça s'est passé le 11 avril 1980 à 7h15 du matin, donc c'était pas de nuit. C'était pratiquement en plein jour. Et il y a quand même 1800 hommes qui ont vu le phénomène. Alors ce phénomène, c'était pas un phénomène, c'était un objet qui ressemblait à un ballon. Et si vous voulez, ça c'est au-dessus d'une base aérienne majeure qui est en fait la base aérienne de la Roya, qui est près de la ville d'Arequipa. Je ne sais pas si vous connaissez au Pérou. Et c'est une base importante. C'est une base, je dirais, où il y a quand même de pas mal d'unités d'appui tactique de la force aérienne péruvienne. Et bien évidemment, quand ils ont vu cette espèce de ballon qui était quasiment en bout de piste à 1800 pieds d'altitude, c'est pas très très haut. Ils ont cru tout de suite que c'était un ballon d'espionnage avec des appareils de surveillance, des caméras. Vous savez, des fois ça se fait. Hein. Logique, oui, bien sûr. Bien sûr. Et bon, alors peu importe le pays il y a pas mal de pays limitrophes qui auraient pu faire ça, mais enfin bon, c'était pas très discret, mais enfin bon, c'était au moins, je dirais là. Et justement, le commandant qui était d'alerte, le commandant donc Oscar Santamaria Huertas, pour dire son véritable nom, a pris donc il a reçu l'ordre de décoller. Il était le pilote d'alerte ce jour-là, et il a décollé avec un Sukhoi 22 qui est un avion monoplace, donc un avion de chasse, réacteur, je dirais assez puissant, qui est à peu près de la qualité du Mirage, à peu près. Et donc il a décollé avec le plein d'obus. Et ça, c'était donc pour tirer, il n'y avait pas d'histoire. Alors il a reçu l'ordre immédiat d'abattre l'objet en question. Ah oui, il n'est pas parti pour chatouiller l'OVNI, là. Pas du tout, il a reçu l'ordre d'abattre cet objet qui se trouvait dans une zone interdite. D'accord. Là, l'espace, les ordres sont réglo. Oui. Et là, le commandant Santamaria a eu la surprise de sa vie, c'est-à-dire que, bon, le premier coup, il a fait une passe de tir sur cet objet qui était immobile. Voilà, il était en vol stationnaire, enfin, tout le moins, ressemblait à un ballon, et puis plus il s'approchait, il disait quand même, c'est bizarre, ça ressemble pas à un ballon. Et là, il a encadré dans son collimateur, il a dit, bon, je vais lui donner, il lui a sorti 2-3 coups de rafale à haute cadence de tir, 64 obus de 30 mm, c'est quelque chose, attendez, 30 mm, ça vous bousille un char d'assaut. Ah oui, d'accord, oui. Et ça vous fait des trous véritablement comme des tomates. Alors bon, là, un ballon sonde, il n'y a pas de problème, il saute. Oui, en principe, oui. Voilà. Et ben non, pas du tout. L'objet n'a même pas bougé, c'est même pas dégonflé. Alors il s'est dit, et en plus, ce qui l'a frappé, c'est l'aspect métallique, de couleur énamel. C'est exactement ce qu'il m'a dit. De couleur énamel. Ouais. Alors je crois que c'est un crème, vous savez, un crème un petit peu, c'est une couleur, les lamelles. D'accord. Okay. C'est un espèce de crème jaunâtre et d'un aspect vraiment métallique, donc quelque chose de manufacturé. Et ça c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quelque chose qui était solide. Et puis, écoutez, la passe de tir ayant été négative, après il a essayé de refaire. Et alors là, l'objet. Là, n'est plus resté en stationnaire, il a viré, mais alors vous savez, c'est un petit peu comme dans les dessins animés de Woody Woodpecker, vous voyez l'objet partir à 2-3 kilomètres plus loin instantanément. D'accord. C'est impossible de voir ça même avec un avion, même avec l'avion le plus performant d'aujourd'hui. C'est quelque chose de... Alors là, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'échappe à une vitesse faramineuse, et là il s'y a pris à 3 fois, et il a grimpé, parce que l'objet, lui, je pense qu'il a essayé de grimper. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui était habité, est-ce que c'était une sonde automatique, ça, personne n'en sait rien. Ouais. Mais toujours est-il que cet objet a grimpé à très très haute altitude, aux alentours de 18 000 mètres, et puis le commandant Santamaria a essayé de le suivre, avec péniblement à plus de 1000 et quelques kilomètres heure. et il a réussi à tenir, il dit, moi je peux pas l'atteindre. Et il s'y est repris à 3 fois, et la 3e fois, il a reçu un ordre de la tour de contrôle. Il dit, écoutez, non, vous êtes trop haut, c'est pas la peine, revenez parce que vous allez être à cause du pétrole. Et effectivement, il est revenu presque en vol plané, je dirais, parce qu'il n'y avait plus une goutte de kérosène dans ses réservoirs, tellement il était pris dans cette poursuite, et il s'est posé vraiment
à ras le réservoir, il n'y avait plus rien, il est revenu quasiment... oui, il était sur la réserve, quoi, vraiment. Ah, il était plus que la réserve, il avait tout épuisé. Et alors, il a cru qu'ils allaient faire décoller un autre chasseur, mais non, ils ont décidé de ne pas poursuivre parce qu'ils pensaient que ça devenait dangereux. C'était quelque chose qui n'était pas hostile, mais qui aurait pu mettre en danger le pilote, un pilote de chasse qui n'avait pas son expérience. Mmh. Ah oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le cas de l'Iran. Vous avez, on a longtemps cru que les équipages iraniens en 1976, d'abord il n'y avait eu qu'un avion à chaque fois. Non, c'est 2 avions qui ont été envoyés pratiquement simultanément. Et le premier avion, le premier Fantôme, il s'agissait d'un chasseur F-4 Fantôme, le premier Fantôme qui est arrivé à proximité, à 45 km de l'objet en question, au-dessus de Téhéran, qui était visible, je dirais, depuis des centaines de kilomètres à la ronde. Ouais. J'ai vu une image de cet objet et ça ressemblait étrangement écoutez, je vais vous dire, ça ressemblait étrangement à l'étoile de Noël, à l'étoile de Bethléem. Ah bon? Oui, exactement. Avec des pointes multicolores, comme une espèce de losange, mais très jolie, très très esthétique, vraiment quelque chose on ne peut pas confondre avec une étoile, ça c'est clair. Ouais. Ni avec un avion. Et ça, quand il y a eu ces deux chasseurs envoyés, donc des 2 chasseurs iraniens, ils ont été confrontés ils n'ont même pas pu se servir de leur système d'armes, leur avion a été mis hors service. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que manifestement, les instruments de bord et le système d'armes étaient hors circuit, les communications étaient hors circuit, mais pas le reste de l'avion. C'est-à-dire qu'ils pouvaient voler, c'était sans danger pour eux, mais on les avait neutralisés totalement. Exactement, on avait neutralisé l'instrumentation de bord, le système d'armes, on ne pouvait pas, c'est ce que m'expliquait le général Jaffari, on ne pouvait même pas enclencher la sélection du missile, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'électricité, ça ne fonctionnait plus. Et quant aux instruments de bord, l'horizon artificiel, vous savez, il tournait comme une boule, et les autres instruments étaient complètement déréglés, c'était impilotable. Et justement, comme on était de nuit, si c'était aux alentours de minuit et des poussières, le pilote regardait autour de lui, il s'est dit je vais te désorienter, et c'est là que je vais me cracher. Et il s'est éloigné de l'objet en question, qui lui a envoyé entre-temps une espèce de sphère qui l'a entouré, mais à une vitesse faramineuse. Parce que dans un Fantôme, si vous voulez, il y a 2 membres d'équipage, il y a donc un pilote et un navigateur radariste, et même les 2 membres de l'équipage les membres d'équipage du Fantôme ne pouvaient pas converser entre eux. L'intercom avait été mis hors service. Donc le pilote était tout seul, imaginé, dans la nuit, sans aucune référence d'instrument, avec un système d'armes hors service, plus de radio, un brouillage, la radio ne pouvait pas fonctionner. Et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné. Il a dit moi je peux pas m'approcher, sinon il a pris peur. Il a dit là je vais me faire avoir. Et il est revenu comme ça. Il s'est posé. D'ailleurs ils l'ont fait même poser sur l'aéroport de Téhéran. Et c'est la partie militaire de l'aéroport de Téhéran. Parce que lui il venait d'une base aérienne qui était située un peu plus loin. Et c'est pour vous dire l'aspect sélectif de ce phénomène. Alors, on ne peut pas dire que ce soit pas quand même un phénomène intelligent. Il y a quand même, il ne s'agit pas d'une coïncidence parce qu'il y avait 2 avions en vol et les 2 avions ont été soumis au même phénomène. Et le deuxième avion, lui, a voulu faire usage d'un missile RR à guidage infrarouge et il n'est même pas parvenu à le mettre en fonction. Bernard Toinel, vous avez discuté longuement, les yeux dans les yeux, avec ces 2 hommes, ces 2 pilotes aguerris quand même. Je veux dire, c'est pas des gens, c'est pas des débutants. Leur santé mentale n'est pas en cause. On est d'accord là-dessus. Écoutez, le général Jaffari était le patron opérationnel de la force aérienne iranienne pendant la guerre Iran-Irak. Oui, voilà. Donc bon. Alors, je pense que ça répond à votre question. Oui, donc voilà, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez lu dans leurs yeux quand ils vous ont raconté ça? De la peur, de l'incompréhension, de quoi? L'incompréhension et l'impuissance. Oui. On peut rien faire. C'est au-dessus de nous. Je dirais, une réaction que j'ai recueillie auprès de tous les membres d'équipage du monde entier que j'ai pu interviewer concernant le phénomène,
surtout les gens qui ont été en confrontation aérienne. J'ai rencontré un pilote de Mirage 4, exactement la même explication de texte, je dirais les mêmes sentiments, les mêmes réflexes. L'impuissance, la peur, parce que le phénomène les surpasse, et je dirais ils deviennent une proie. Oui. Et vous savez, pour un pilote de chasse, ce qu'il veut éviter, c'est surtout d'avoir son ennemi dans la queue, à ses 6 heures, comme on dit. Hein. Oui. C'est parce que là, on est mort. Et c'est ce qui est arrivé à tous ces pilotes-là, qui ont osé braver le phénomène, ils se sont retrouvés finalement en situation d'impuissance et de faiblesse. Ce qui, pour un pilote, est quelque part une constatation de faiblesse absolue et d'impuissance. Et je crois que c'est ça qui ressort de toutes les interviews que j'ai pu recueillir et que j'ai pu rassembler, c'est je dirais, ce sentiment d'être surpassé à tous les niveaux et d'être relégué à rien du tout, quoi. En fait, c'est un peu ça. Oui. Bernard Toinel, dernière pause et on se retrouve pour la conclusion ensemble dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je rappelle que depuis 2h03 maintenant, vous êtes en direct avec nous depuis Los Angeles. À tout de suite. Sud Radio, les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec ce dossier passionnant d'OVNI ce soir. Beaucoup d'invités, tous aussi intéressants les uns que les autres. L'invité principal étant donc cet auteur, journaliste spécialisé en aéronautique, Bernard Toinel, qui est en direct avec nous depuis Los Angeles. Bernard Toinel, d'abord, merci de nous avoir permis de réunir ce plateau d'invités très intéressant, notamment James Fox, avec qui nous avons ouvert cette émission. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les généralités de l'étude du phénomène OVNI. Alors, c'est les questions qui fâchent, évidemment. Est-ce que, à votre avis, c'est une question provocatrice, hein, bien entendu, est-ce que les ufologues sont utiles, d'après vous, dans le cadre de l'étude des phénomènes OVNI ou pas? Oui et non. Il faut... Je crois que, si vous voulez, la conférence du 12 novembre de Washington a eu le mérite de remettre les choses à leur place. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Ufologue, ça veut rien dire. C'est un titre que tout le monde peut prendre. Et ça n'a pas, si vous voulez, de caractère scientifique, de chercheur, ça ne donne pas une qualité. Ufologue, ça peut être... Moi, je fais de l'ufologie en enquêtant, comme vous, je fais de l'information, je suis journaliste professionnel. C'est pas pour autant que l'ufologie est un doctorat pour moi. Ça ne constitue rien. Les ufologues sont donc... on peut trouver le meilleur et le pire. Je crois que c'est ça qui est un petit peu c'est le flou artistique qui entoure effectivement l'ufologie. Alors cette conférence du 12 novembre mérite, je pense, de remettre les choses à leur place. On ne peut pas confier l'ufologie à n'importe qui. Voilà. Et je pense que on ne peut pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire cohabiter, si vous voulez, un enquêteur, même s'il collecte de l'information sur le terrain. Oui. Il va enquêter, il va faire un très bon travail de collecte d'informations, mais il va en faire quoi? Il n'en fera rien, parce que de toute façon, si la personne, je dirais, je sais pas moi, paysan ou je sais pas moi, fonctionnaire ou peu importe. Voilà, n'importe quoi. Je veux dire, il n'en fera rien. Et c'est bien le drame, c'est-à-dire qu'il ne faut pas. Je crois qu'il faut comprendre que l'ufologie, c'est la mise en œuvre d'une activité pluridisciplinaire où on a besoin de spécialistes de haut niveau pour étudier, je dirais, des choses qui sont pointues. On ne peut pas confier ça à n'importe qui. Je veux dire, ça ne veut pas dire que les ufologues, eux, n'ont pas leur importance. Ça veut dire qu'ils doivent rester à leur niveau et ne pas interférer ni je dirais, dialoguer avec les scientifiques. Ça n'aboutira jamais. D'ailleurs, c'est ce qu'explique le sociologue Pierre Lagrange, qu'on ne peut pas faire cohabiter des scientifiques de haut niveau et des ufologues de terrain. Oui. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est un peu comme si vous parlez de faire cohabiter des coureurs d'automobiles de Formule 1 avec des coureurs du dimanche. C'est un peu la même chose. On peut pas. Ça ne veut pas dire que chacun n'a pas son importance, mais il faut niveler, si vous voulez, il faut hiérarchiser quelque part l'étude des ovnis et ne pas
pas que ça parte dans tous les sens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, eh bien l'ufologie a eu beaucoup de mal à être médiatisée, à être véhiculée, parce que on mélangeait les choses sérieuses dont on a parlé au cours de cette émission, et puis le folklore. Les affaires qui n'en finissent jamais, comme l'affaire de Roswell, des choses comme ça, je veux dire, qui ne constituent pas, à mon avis, des éléments fondateurs pour étudier l'ufologie. Ouais. C'est pour moi, je crois, la résultante de mes 10 ans d'investigation dans ce domaine. Et ça, il ne faut pas mêler la religion, si vous voulez, parce que ce sont des religieux, ces gens-là. Ils croient effectivement au phénomène, ils l'interprètent à leur manière, mais je crois qu'à un certain moment, il faut arrêter, quoi. Il faut donner un aspect éthique, qu'on puisse étudier et qu'on puisse rendre finalement le phénomène OVNI scientifiquement et politiquement correct. Ouais. Je pense que je crois que c'est là le message de cette conférence du 12 novembre dernier. Alors par contre, il y a un autre aspect que je voudrais, parce qu'on n'a pas parlé d'un aspect très important du phénomène OVNI et qui est pourtant récurrent. Et c'est une question, évidemment, qui va nous poser une autre question, mais pourquoi le phénomène OVNI apparaît? Pourquoi le phénomène se situe quelquefois dans un endroit clé? Et pourquoi on s'entoure d'un secret? Eh bien, moi, je vais vous répondre, Louis Bénédy, parce que c'est le gouverneur de l'Arizona qui m'a mis sur la piste. J'ai étudié énormément de dossiers, j'ai étudié bien sûr les 12 618 cas d'OVNI du projet Blue Book américain, dont les 700 non expliqués, enfin bon bref, et j'ai trouvé quand même un aspect commun à toutes ces je dirais observations. Ouais. C'est l'aspect nucléaire. Et le gouverneur de l'Arizona, lui, a assisté, il était le modérateur, mais il était également témoin, il a assisté au survol de la ville de Phoenix, dans l'Arizona, par un énorme triangle qui était formé de lumière. Il y avait comme une formation, et après qu'on a essayé d'attribuer, je dirais frauduleusement, à des leurres infrarouges largués par des H-10 de l'Air National Guard, mais ça peut pas tenir une formation de plusieurs minutes, c'est pas possible. C'est ce qu'a expliqué d'ailleurs le gouverneur. Et en discutant le lendemain de la conférence, je lui ai dit, mais gouverneur, il y a quand même quelque chose qui me turlupine, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une installation nucléaire autour de Phoenix? Et il me dit oui, bien sûr. C'est la grande centrale de Palo Verde qui est située à peu près à 45 miles à l'ouest, c'est-à-dire à peu près 70 km à l'ouest et il se trouve que cette centrale nucléaire est la plus moderne et la plus puissante des États-Unis. Et justement, le gouverneur m'a regardé, il m'a dit, mais effectivement, maintenant que vous m'en parlez, oui, il pouvait que venir de ce point-là parce que il venait de l'ouest. Et effectivement, la centrale est à l'ouest. Et donc, il y a énormément de cas qui relient, si vous voulez, les bases nucléaires, je dirais les centres de stockage d'armement nucléaire, les centres d'études. Donc, il y a quand même, si vous voulez, une récurrence qui revient. Donc, d'après vous, il y a une corrélation vraiment entre les observations d'OVNI et les zones dites sensibles? Oui, parce qu'il y a un cas qui a été, d'ailleurs, à mon avis, le cas qui a arrêté la commission Blue Book. C'est le cas de Minot Air Force Base en 1968, où là, il y a eu une confrontation, non pas avec un avion de chasse, mais avec un B-52. Et l'OVNI qui a survolé la base de Minot, qui était une très grande base, qui est d'ailleurs toujours une très grande base de la triade stratégique américaine, donc de la force d'utilisation, eh bien cet OVNI s'est posé en plein milieu des silos de missiles Minuteman, donc des missiles intercontinentaux, et la sécurité, eh bien, elle a été mise complètement à défaut, et mieux encore, une porte d'accès directement au silo de missiles a été retrouvée ouverte quand les commandos militaires sont arrivés sur place. Il y a de quoi donner des sueurs froides aux responsables de la sécurité, j'imagine. Et ça vous explique que le problème du secret est justifié, ne serait-ce que par ce problème-là.
de la mise en cause, non pas du contrôle de l'espace aérien, mais également la mise en cause de la puissance de la défense. Et ça, c'est vrai pour les États-Unis, mais c'est vrai pour tous les autres pays. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui mettra en avant le fait que le phénomène OVNI s'intéresse plus à ces défenses nucléaires qu'à d'autres choses. Oui. Et c'est pour ça que souvent on désigne l'Amérique, mais parce que l'Amérique, justement, il y a beaucoup plus d'informations qui circulent. Et c'est pour ça qu'on est au courant qu'il y a effectivement des affaires qui sont gênantes. Mais je peux vous garantir que c'est partout pareil. Ouais. France y compris. Mmh. Pour conclure, Bernard Toinel, à votre avis, il y a eu maintenant cette conférence du 12 novembre à Washington. Qu'est-ce qui pourrait faire que le dossier OVNI maintenant pourra être réellement pris en main de manière sérieuse par des autorités compétentes, parce que tout est à question d'argent finalement, avec des budgets pour leur étude? Je pense qu'il faut également une volonté politique. C'est ce qui est en train de se passer. Mais je crois que on n'aura pas encore un résultat immédiat sur ce qui se passe. Il faut compter à peu près en termes d'années avant qu'une décision soit prise. Il faudra d'abord attendre la prochaine législature américaine pour voir lequel des candidats va peut-être prendre en considération ce qui s'est passé à Washington. C'est probable, c'est même certain, puisque la prise d'opposition quand même de la chaîne CNN a été étonnante. Il faut quand même vous dire que le 12 et le 13 novembre, je dirais les allocutions du commandant Duboc et du général Jafari sont passées en boucle sur CNN pendant des heures. Ce qui est important quand même. Eh ben bien sûr. Ouais. Et c'était pas du tout fait pour ridiculiser le phénomène. Donc ça, vous savez, ce qui intéresse l'opinion publique intéresse forcément le politique. Bien entendu. Et le gouvernement américain, je peux vous dire qu'il était parfaitement au courant parce que lorsque nous étions à l'hôtel, nous avions logé tous, nous étions tous logés, à l'hôtel Washington, qui est situé à même pas 100 mètres de la Maison Blanche. Ça veut dire qu'on était dans le périmètre de défense du Secret Service américain. Ça ne dépend même plus de la police. Donc, je ne peux pas imaginer qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Non, je ne pense pas non plus. Non, je crois que vous aviez tous été fichés et tout le monde connaissait votre pédigré de A à Z. Oui, bon, ils font leur métier, mais je veux dire quelque part qu'on vienne pas me raconter qu'ils ne savaient pas que je veux dire, ils étaient parfaitement présents. Et puis, je dirais, l'impact des CNN, même s'ils n'avaient pas prévu d'envoyer des gens, à mon avis, ils l'ont fait de manière préventive. Et puis, mais ils se sont pas montrés. Mais c'est évident qu'ils suivent ça de très près. Je dirais c'est normal parce que ça fait partie si vous voulez, de leur travail. Mais quelque part, c'est une prise de conscience qui doit être faite à l'échelle planétaire et non pas uniquement à l'échelle d'un pays. Les États-Unis, oui, mais il y a tous les autres pays. Et là, il faut une collaboration internationale. Je pense que James Fox, maintenant, il pense beaucoup. Je pense que ça va être la prochaine étape. Alors justement, nous allons conclure là-dessus en se donnant rendez-vous au prochain événement qui est en train de mettre sur pied James Fox, qui a été notre invité en tout début d'émission. Donc, on peut se donner rendez-vous d'ici 3 à 4, 5 mois pour en reparler à nouveau. Oui, puis je pense qu'on peut lui faire confiance. On entend encore parler, ça c'est plus qu'une évidence. Merci beaucoup en tout cas Bernard Toinel d'avoir été avec nous en direct depuis Los Angeles durant ces 2 heures dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Et puis écoutez, vous êtes un aventurier de l'étrange désormais, donc vous êtes ici chez vous. Rendez-vous quand vous voulez sur cette antenne. Eh bien, écoutez, merci à vous, Louis Bénédy, et à toute votre équipe, notamment Pierre Macias, que je salue au passage. Et écoutez, j'espère qu'au moins cette émission aura eu pour but d'apporter une petite pierre à l'édifice assez compliqué de l'ufologie. C'est ce que j'espère en tout cas. Merci Bernard Toinel, bonne soirée. Merci à vous. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange, c'est terminé pour ce soir. On se retrouvera demain soir de 22h jusqu'à minuit. Merci à Mathieu Viguier qui signe la réalisation de cette émission. Merci à Pierre Massias qui m'aide comme toutes les semaines à la construire. Merci également à Bernard Toinel. Grâce à lui, nous avons pu avoir tous ces invités de qualité dans cette émission. Et puis, j'en profite pour vous rappeler le titre du livre de Bernard Toinel paru en 2003 aux éditions Michel Lafon, Objets volants non identifiés. Et puis, si vous désirez vous procurer également le rapport Cometa, eh bien, allez chez votre libraire. Vous devriez pouvoir le retrouver aux éditions du Rocher ou encore aux éditions J'ai lu. Passez une bonne nuit à l'écoute de la rediffusion des programmes sur Sud Radio et rendez-vous demain 22h minuit. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.